Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième séance du cours de MPM. Aujourd'hui, on va voir les comportements hyperélastiques, donc il faut avoir les polymères et les élastomères en tête. On va voir deux origines physiques de l'élasticité, par variation d'énergie interne et par variation d'entropie. Et on va voir comment l'équation des bilans thermodynamiques qu'on avait établie la dernière fois contraint fortement les relations constitutives qu'on est capable d'écrire. Je vais décomposer cette séance en quatre aspects principaux. Je vais commencer par résumer ce qu'on a vu la dernière fois, et notamment l'équation des bilans thermodynamiques, puisqu'on va s'en servir beaucoup dans cette séance. Ensuite, je vous montrerai comment exploiter cette équation des bilans pour écrire des relations constitutives en thermoélasticité. Ensuite, je vous montrerai comment on peut exploiter tous ces résultats pour écrire un comportement linéaire en thermoélasticité en petites transformations pour que vous voyez bien le lien avec ce que vous connaissez déjà de votre cours de mécanique des milieux continus de l'année dernière. Enfin, je vous présenterai comment écrire un comportement hyperélastique, c'est-à-dire en grande transformation, puisque c'est vraiment l'objectif de cette séance. Je commence donc avec les rappels de la séance précédente. Je ne montre que les résultats principaux qu'il faut que vous ayez bien en tête maintenant. Donc je vous rappelle ce qu'on avait conclu la dernière fois avec les comportements locaux et simples. On a 5 relations constitutives qui donnent en chaque point x et à chaque instant les grandeurs constitutives, c'est-à-dire la densité massique d'énergie interne, la densité massique d'entropie, la densité volumique de production d'entropie, le flux de chaleur et les contraintes de Piola-Kirchhoff, en un point x et à l'instant t, sont données par des fonctionnels qui dépendent de l'histoire à la position x, du tenseur de dilatation de Cauchy, de la température et du gradient de la température. Ces fonctionnels dépendent évidemment de la position x et de l'instant où on cherche à calculer ces grandeurs. Alors habituellement, pour la densité massique d'énergie interne, pour la densité massique d'entropie et pour les contraintes de Piola-Kirchhoff, on considère que ces relations constitutives ne dépendent pas de l'histoire du gradient de la température à la position x. Donc se donner un comportement de matériaux, c'est se donner ces 5 fonctionnels qui dépendent des histoires des observables. Alors je vous rappelle qu'on avait défini la densité massique d'énergie libre comme étant la densité massique d'énergie interne moins la température fois la densité massique d'entropie. Puisqu'on a des relations constitutives sur la densité massique d'énergie interne et sur la densité massique d'entropie, on a donc une relation constitutive sur la densité massique d'énergie libre qui ne dépend elle aussi que de l'histoire à la position x, du tenseur de dilatation de Cauchy et de la température. Alors je vous rappelle également l'équation des bilans thermodynamiques qu'on avait établie, l'équation des bilans locale, qui est soit exprimée dans la configuration actuelle, soit exprimée dans la configuration de référence, et qui fait intervenir de manière duale les grandeurs constitutives et les observables. Cette équation doit être vérifiée pour n'importe quel état du système et n'importe quelle évolution possible à partir de cet état. Je vous rappelle, j'avais insisté sur la notion d'évolution possible, car toutes les dérivées temporelles dans cette équation ne sont pas atteignables à partir de n'importe quel état. Pour s'en convaincre, il suffit de penser à un comportement élastoplastique. On a un domaine en contrainte qui est appelé le domaine d'élasticité et on ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que si on est à la surface du domaine, on peut avoir des évolutions temporelles qui font venir à l'intérieur du domaine, mais on ne peut pas avoir des évolutions temporelles qui nous font sortir du domaine. Donc on voit bien dans cet exemple que toutes les évolutions ne sont pas possibles à partir d'un état donné. Alors maintenant qu'on a revu l'équation des bilans thermodynamiques, on va voir comment l'exploiter pour écrire les relations constitutives en thermoélasticité. Je vais commencer par introduire les deux origines physiques de l'élasticité, soit par variation de l'énergie interne, soit par variation de l'entropie, et on va voir deux mécanismes à l'échelle de la microstructure qui expliquent ça. Alors pour comprendre qu'il y a deux origines physiques à l'élasticité, il suffit de regarder la densité massique d'énergie libre. Elle se compose d'un terme qui est la densité massique d'énergie interne, moins un terme qui est la température fois la densité massique d'entropie. Donc finalement, on peut faire varier l'énergie libre en faisant varier soit l'énergie interne, soit en faisant varier l'entropie. Alors on va imaginer des situations idéalisées à l'échelle microscopique, et la première va être d'imaginer un réseau atomique bien ordonné. Donc typiquement un cristal sur lequel on est en train de tirer, et on voit que si on tire sur un cristal, les atomes qui étaient bien ordonnés restent bien ordonnés au cours de la déformation. Donc finalement, l'entropie ne varie presque pas, car le nombre d'arrangements atomiques pour créer l'arrangement cristallin dans la situation déformée ou non déformée est sensiblement le même. Ce qui change en revanche, c'est que les atomes dans la situation déformée ne sont pas à leur position d'équilibre au repos. Et donc l'énergie potentielle entre les atomes est plus élevée qu'au repos, et donc l'énergie interne du système est plus élevée. On voit bien du coup que dans un arrangement cristallin bien ordonné, ce qui évolue pendant la transformation, c'est l'énergie interne. Alors pour comprendre l'élasticité de nature anthropique, on va considérer une situation assez différente. On va considérer typiquement un polymère avec des longues molécules sous forme de chaînes qui sont entremêlées les unes aux autres. Dans un cas comme celui-ci, il y a plein de liaisons hydrogènes entre les différentes chaînes de molécules. L'énergie interne tient à l'arrangement des longues chaînes de molécules et aux liaisons hydrogènes entre elles, et ça c'est sensiblement la même chose entre la situation non déformée et la situation déformée. Quand on déforme le polymère, des liaisons hydrogènes se brisent entre les chaînes de molécules et se réattachent un peu plus loin.
En revanche, il y a quelque chose de sensiblement différent dans la situation déformée et dans la situation initiale, c'est que les chaînes par allongement se sont ordonnées, il y a beaucoup moins de désordre dans la situation allongée puisque les fibres sont orientées dans une certaine direction, tandis que dans la situation initiale, le paquet de chaînes de molécules est beaucoup plus emmêlé d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'entre la situation initiale et la situation déformée, on a eu une baisse de l'entropie, puisque le désordre a baissé d'une certaine manière entre la situation déformée et la situation initiale. Donc dit autrement, le nombre d'arrangements à l'échelle microscopique pour créer la situation déformée est beaucoup plus faible que le nombre d'arrangements microscopiques pour créer la situation initiale. Alors cette baisse d'entropie se traduit par une augmentation de l'énergie libre, de la même manière que l'augmentation de l'énergie interne pour la situation cristalline se traduisait par une augmentation de l'énergie libre. Donc dans les deux cas, on a augmenté l'énergie libre, soit par augmentation de l'énergie interne, soit par diminution de l'entropie. Alors typiquement, cette diminution de l'entropie, puisque vous savez que le bilan d'entropie fait intervenir la production d'entropie qui est toujours positive via le second principe de la thermodynamique, fait forcément intervenir un terme d'apport. Ça veut dire que l'élasticité entropique se fait nécessairement par un échange de chaleur avec l'extérieur. Cet échange de chaleur peut très bien se faire à température constante, mais en revanche, il y a de la chaleur qui a été échangée avec l'extérieur pour faire baisser l'entropie du système. Alors ces deux mécanismes que je vous présente avec des situations caricaturales permettent de comprendre l'élasticité qu'on appelle enthalpique, c'est-à-dire avec une augmentation de l'énergie interne, de l'élasticité entropique avec une diminution de l'entropie. En fait, les matériaux sont souvent plus compliqués que ça, et donc on a une situation mixte entre une partie d'augmentation d'énergie interne et une partie de diminution de l'entropie. Je vais introduire maintenant deux hypothèses classiques que l'on fait en général pour introduire la thermoélasticité, donc je me place dans un cadre restreint. La première, c'est que le matériau ne vieillit pas, et la deuxième hypothèse, c'est que les relations constitutives ne dépendent pas de toute l'histoire des observables, mais uniquement de la valeur des observables à l'instant actuel. On va voir comment ça s'exprime mathématiquement et les implications pour les relations constitutives. Alors comme je viens de le dire, la première hypothèse qu'on va faire est que le matériau est non vieillissant. Ça veut évidemment dire que les relations constitutives ne dépendent pas du temps. Et ça veut donc dire que nos 5 fonctionnels n'évoluent pas dans le temps. Donc on peut supprimer la dépendance en temps dans les 5 fonctionnels pour écrire un comportement non vieillissant. Alors la seconde hypothèse qu'on va faire est que la densité massique d'énergie interne et la densité massique d'entropie sont des fonctions de la valeur actuelle du tenseur de déformation de Green-Lagrange et de la température. Donc on ne considère plus toute l'histoire du tenseur de déformation de Green-Lagrange et toute l'histoire de la température à la position x, mais uniquement les valeurs actuelles de ces deux grandeurs observables. Donc le matériau ne dépend bien que de l'état actuel. Donc les fonctionnels qui définissent les relations constitutives ne dépendent plus du temps, et l'énergie libre et l'entropie ne dépendent que de l'état actuel des observables. Puisque la densité massique d'énergie libre se définit à partir de la densité massique d'énergie interne et la densité massique d'entropie, on a évidemment que la densité massique d'énergie libre est aussi une fonctionnelle qui ne dépend pas du temps et qui ne dépend que de la valeur actuelle des observables. Et donc ces fonctionnels deviennent maintenant des fonctions classiques de l'état du système. Il ne s'agit plus de fonctionnels qui dépendent de l'histoire des observables, mais simplement des fonctions au sens classique du terme, qui dépendent de 7 variables, 6 variables pour le tenseur de Green-Lagrange et une variable pour la température. Donc finalement on sent bien que la situation est significativement plus simple que dans le cas général. Je vais vous montrer maintenant comment exploiter l'équation des bilans thermodynamiques, donc je vais beaucoup insister sur cette notion d'évolution possible, pour restreindre les relations constitutives qu'on est capable d'écrire. On avait 5 relations constitutives et je vais vous montrer que finalement, on peut se ramener à l'écriture des contraintes en fonction de la densité massique d'énergie libre, qui dépend des observables bien sûr, et qu'on va pouvoir écrire le flux de chaleur en fonction du gradient de la température et d'un tenseur de conductivité. Donc finalement, on aura fortement restreint les investigations expérimentales qu'on doit mener pour caractériser un comportement. Alors pour exploiter l'équation des bilans thermodynamiques, il faut se rappeler que cette équation est vraie pour tout solide, pour tout état et toute évolution possible à partir de cet état. Donc là, je vous rappelle l'équation des bilans thermodynamiques sous sa forme d'inégalité de Clausius-Duhem, où on a simplement dit que la dissipation était positive via le second principe de la thermodynamique. Et je l'ai écrite dans la configuration de référence, puisque j'ai écrit toutes mes relations constitutives dans la configuration de référence. Puisque cette équation doit être vraie pour tout solide, tout état et toute évolution possible à partir de cet état, on va exploiter cette relation pour différents états. Alors évidemment, rien n'empêche de considérer un solide dans un état uniforme, c'est-à-dire où le gradient de la température en chaque point x vaut 0, et on va voir les conclusions qu'on peut tirer de l'équation des bilans à partir de là. Donc si le gradient de la température en chaque position x vaut 0, ça veut dire que la dissipation intrinsèque, c'est-à-dire les contraintes de Piola-Kirchhoff doublement contractées avec la dérivée temporelle du tenseur de déformation de Green-Lagrange, moins la masse volumique dans la configuration de référence multipliée par la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre plus la dérivée temporelle de la température fois la densité massique d'entropie, doit être positive.
Pour se rendre compte de ça, il suffit de supprimer le gradient de la température dans l'équation des bilans et de voir que par l'inégalité de Clausius-Duhem, cette dissipation intrinsèque doit bien être positive. Et cette conclusion que la dissipation intrinsèque doit être positive pour tout état uniforme doit être vraie pour n'importe quelle évolution possible à partir d'un état uniforme. Donc si on reprend l'inégalité de Clausius-Duhem dans les cas d'état uniforme, on voit que les hypothèses simplificatrices qu'on a faites sur la densité massique d'énergie libre et la densité massique d'entropie, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent que de la valeur actuelle des observables, se traduisent sur la fonctionnelle qui donne le tenseur de Piola-Kirchhoff comme étant une fonctionnelle qui ne dépend elle-même que de la valeur actuelle des observables. Maintenant, à partir de là, on va essayer de déterminer cette fonctionnelle qui donne le tenseur de Piola-Kirchhoff en fonction de la densité massique d'énergie libre et en fonction de la densité massique d'entropie. Pour faire ça, bien évidemment, on va exploiter l'inégalité de Clausius-Duhem pour différentes évolutions possibles à partir de l'état uniforme. Alors on commence par exprimer la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre grâce à la dérivée temporelle du tenseur de déformation de Green-Lagrange et à la dérivée temporelle de la température. Puisque la densité massique d'énergie libre dépend à la fois du tenseur de Green-Lagrange et de la température et que ces deux grandeurs dépendent du temps, la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre s'écrit comme la dérivée de notre fonctionnel par rapport au tenseur de Green-Lagrange doublement contracté avec la dérivée temporelle du tenseur de Green-Lagrange, plus la dérivée temporelle de notre fonctionnel par rapport à la température, multipliée par la dérivée temporelle de la température. Donc en réinjectant ça dans l'inégalité de Clausius-Duhem, et en rassemblant les termes qui précontractent la dérivée temporelle du tenseur de déformation de Green-Lagrange ou qui précontractent la dérivée temporelle de la température, on obtient que l'inégalité de Clausius-Duhem peut se réécrire sous forme de deux termes. Un premier terme qui fait intervenir les contraintes de Piola-Kirchhoff et la dérivée de notre fonctionnel d'énergie libre par rapport au tenseur de Green-Lagrange, le tout doublement contracté avec la dérivée temporelle du tenseur de déformation de Green-Lagrange, et un deuxième terme qui fait intervenir la dérivée par rapport à la température de notre fonctionnel d'énergie libre, plus la densité massique d'entropie. Le tout multiplié par la dérivée temporelle de la température. Avec ces deux termes, on n'a rien écrit d'autre que la dissipation intrinsèque qui doit être positive. Et ça doit être positif, quelle que soit l'évolution possible à partir de l'état qu'on s'est fixé. Donc là, on voit qu'à l'intérieur des parenthèses, ça ne dépend que de l'état du système, et à l'extérieur des parenthèses, on a les dérivées temporelles du tenseur de déformation de Green-Lagrange et la dérivée temporelle de la température, qui sont en fait les évolutions possibles du système. Alors évidemment, on va considérer qu'en élasticité, à partir d'un état uniforme, toutes les dérivées temporelles du tenseur de déformation de Green-Lagrange et de température sont possibles. Donc sans perte de généralité, on va pouvoir faire différents choix. Le premier choix va être de considérer qu'il n'y a pas de dérivée temporelle du tenseur de déformation de Green-Lagrange et qu'on va considérer une évolution temporelle positive, c'est-à-dire que la dérivée temporelle de la température est positive. Du coup, ça simplifie l'inégalité de Clausius-Duhem puisque un des termes s'annule et on se retrouve avec un terme qui ne dépend que de l'état, avec la dérivée par rapport à la température de notre fonctionnel d'énergie libre plus notre fonctionnel de densité massique d'entropie, multiplié par un terme qui doit être positif, qui est la dérivée temporelle de la température, et ça doit être vrai, quelle que soit la dérivée temporelle positive de la température qu'on a choisie. Donc ça veut évidemment dire que le terme entre parenthèses est négatif, puisqu'il y a un signe moins devant. Et ça, attention, ça ne dépend que de l'état, ça ne dépend pas de t point. Donc maintenant, quand on fait un deuxième choix, c'est-à-dire considérer que t point est négatif, on va réécrire l'inégalité de Clausius-Duhem où il y a toujours un terme qui vaut 0 et l'autre terme qui ne dépend que de l'état avec t point, mais qui est négatif cette fois-ci. Cette inégalité doit toujours être positive, et donc ça veut dire que le terme qui ne dépend que de l'état, qui est entre parenthèses, lui devient positif. Donc la seule façon que ce terme qui ne dépend que de l'état et qui ne dépend pas de t point, et c'est pour ça qu'on a pu alterner t point positif et t point négatif, sans changer le terme entre parenthèses, ce terme entre parenthèses qui ne dépend que de l'état est forcément nul puisqu'il doit être à la fois positif et négatif. Donc pour n'importe quel état avec une température uniforme et un tenseur de déformation de Green-Lagrange, la fonction qui donne la densité massique d'entropie, qui dépend de E et de T, doit être égale à moins la dérivée par rapport à la température de notre fonction qui donne l'énergie libre en fonction de E et de T. Il faut bien comprendre qu'on a établi cette relation pour n'importe quel état E et T, et même si on a supposé au départ qu'on avait un état de température uniforme, c'est-à-dire que le gradient de la température au point X valait 0, et bien comme cette fonctionnelle de densité massique d'entropie et la fonctionnelle de densité massique d'énergie libre ne dépendent pas du gradient de la température de toute manière, et bien cette relation est tout à fait générale. Elle est valable même pour les états dont le gradient de la température ne vaut pas 0 finalement. Alors on va continuer avec des choix particuliers d'évolution possibles. On va considérer ici que t point vaut 0 et on va considérer n'importe quel tenseur E point symétrique pour l'évolution temporelle du tenseur de déformation de Green-Lagrange. Alors si on réécrit maintenant l'inégalité de Clausius-Duhem, en simplifiant la partie thermique puisqu'on sait que maintenant ce terme vaut 0 dans le cas général, on obtient de nouveau que le terme entre parenthèses qui ne dépend que de l'état du système doublement contracté avec E point doit être positif,
quel que soit E point symétrique. Alors puisque c'est vrai quel que soit E point symétrique, c'est a fortiori vrai pour moins E point. Et donc si on considère moins E point, eh bien ce produit scalaire c'est moins le produit scalaire avec E point. Et comme dans les deux cas ça doit être positif, ça veut dire que quel que soit E point, finalement ce produit scalaire avec un terme qui ne dépend que de l'état du système et un terme qui ne dépend que de l'évolution possible du système doit être nul. Donc ça c'est simplement dû au fait que si on a un produit scalaire qui est positif et son opposé qui est positif aussi, il n'y a pas d'autre choix que ce produit scalaire soit nul. Et ça pour n'importe quel E point symétrique d'ordre 2. Donc attention, il ne faut pas conclure de ça que le terme entre parenthèses qui ne dépend que de l'état est nul. Attention, il est simplement dans l'orthogonale des tenseurs symétriques d'ordre 2. Et comme on a déjà vu dans les cours précédents, l'orthogonale des tenseurs symétriques d'ordre 2, c'est simplement l'ensemble des tenseurs d'ordre 2 antisymétriques. Donc on conclut finalement que pour n'importe quel état E et T, le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff moins la masse volumique dans la configuration de référence, multiplié par la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, est un tenseur antisymétrique. Du coup, on conclut que cette relation constitutive qui donne le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff en fonction de l'histoire du tenseur de dilatation de Cauchy et de l'histoire de la température s'écrit comme la partie symétrique de la masse volumique dans la configuration de référence multipliée par la dérivée de l'énergie libre par rapport au tenseur E. Pour se rendre compte de ça, il suffit d'écrire que la partie symétrique d'un tenseur antisymétrique vaut 0, et donc on obtient bien que le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff est écrit comme la partie symétrique de ce tenseur de la dérivée de l'énergie libre par rapport à E multiplié par la masse volumique dans la configuration de référence. Alors là encore, on a fait l'hypothèse que la relation constitutive qui lie l'histoire des observables avec le tenseur de Piola-Kirchhoff ne dépendait pas de l'histoire du gradient de la température. Donc finalement, la relation qu'on vient de montrer est tout à fait générale, et on peut l'appliquer même pour les états qui ne sont pas uniformes en température, c'est-à-dire qui ont un gradient de température. Et on voit qu'initialement, la relation constitutive qui donne le tenseur de Piola-Kirchhoff en fonction de l'histoire des observables, finalement ne dépend que de l'état actuel E et T, grâce à cette relation qu'on vient de montrer. Donc ça simplifie grandement l'écriture de cette relation constitutive, qui ne dépend plus que de l'état actuel du système, de la même manière que la densité massique d'entropie et la densité massique d'énergie libre. Alors dans l'écriture, cette partie symétrique de la dérivée de l'énergie libre par rapport au tenseur E, c'est un tout petit peu pénible et donc on va pouvoir écrire l'énergie libre en fonction de E, de telle sorte que la dérivée de l'énergie libre par rapport à E soit toujours un tenseur symétrique. Alors pour ça c'est assez simple, on se rend compte que l'énergie libre dépend des EIJ qui sont égaux aux EJI puisque le tenseur de déformation de Green-Lagrange est symétrique. Et donc finalement, il suffit de remplacer à chaque fois qu'on voit apparaître EIJ dans l'expression de l'énergie libre en fonction de E par son symétrique, c'est-à-dire EIJ plus EJI divisé par 2. Ça ne change absolument pas la valeur de la fonctionnelle d'énergie libre, puisque le tenseur E est symétrique. En revanche, quand on va prendre les dérivés par rapport au EIJ, eh bien on va obtenir un tenseur symétrique en faisant ça. Donc c'est simplement une astuce d'écriture, on ne change absolument rien à la fonctionnelle, simplement on écrit les dépendances aux différentes composantes du tenseur E, en prenant les parties symétriques, puisque de toute façon ce tenseur est symétrique. Et donc finalement, on obtient que la relation constitutive qui donne le tenseur de Piola-Kirchhoff ne dépend que de l'état actuel de E et de T, et c'est égal à la masse volumique dans la configuration de référence, multipliée par la dérivée de l'énergie libre par rapport à E. Je répète que cette relation est tout à fait générale, même si on a supposé un état uniforme de température, c'est-à-dire que le gradient de la température valait 0 dans notre affaire, mais comme on a supposé que la relation constitutive qui donne le tenseur de Piola-Kirchhoff ne dépendait pas du gradient, cette relation est tout à fait générale. Alors on va voir maintenant comment s'exprime mathématiquement ce que je vous ai raconté sur les deux origines physiques de l'élasticité, avec l'élasticité enthalpique et l'élasticité anthropique. Je vous rappelle brièvement les deux mécanismes possibles. Soit on a un réseau atomique très ordonné, et quand on le déforme, l'entropie ne bouge quasiment pas puisque le désordre n'augmente pas dans cette histoire. La seule chose qu'on va faire, c'est stocker de l'énergie puisque la distance interatomique augmente et donc on a un potentiel interatomique qui va créer une énergie potentielle plus élevée. Et dans le deuxième cas, on a un arrangement très désordonné au départ de longues chaînes de molécules avec des liaisons hydrogènes qui lient ces chaînes entre elles. Dans la situation déformée, c'est à peu près la même chose du point de vue chimique et donc l'énergie interne ne bouge pas beaucoup. Tandis qu'on voit bien qu'on a aligné les longues chaînes de molécules et donc on a créé de l'ordre en déformant la matière et donc on a baissé l'entropie. Donc cette petite vision schématique que je viens de vous redétailler, vous la retrouvez dans l'écriture du tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff qui est proportionnel à la dérivée de l'énergie libre par rapport au tenseur E. Et si on réinjecte maintenant la définition de la densité massique d'énergie libre en fonction de la densité massique d'énergie interne et de la densité massique d'entropie, on trouve que le tenseur de Piola-Kirchhoff s'écrit comme un terme qui dépend de la dérivée de l'énergie interne par rapport à E, c'est ce qu'on appelle l'élasticité enthalpique, moins un autre terme qui dépend de la dérivée de la densité massique d'entropie par rapport à E.
Et c'est ce qui crée l'élasticité anthropique. Donc on comprend bien le lien avec le schéma précédent. Lorsque l'énergie interne augmente, on va générer des contraintes, et lorsque l'entropie baisse, on génère également des contraintes. Alors je vous rappelle, puisque la production d'entropie est toujours positive, baisser l'entropie du système revient à apporter de l'entropie négative, et c'est-à-dire échanger de la chaleur avec l'extérieur. Donc l'élasticité anthropique va générer un échange de chaleur avec l'extérieur qui peut tout à fait, je rappelle, se faire à température constante, mais il ne faut pas perdre de vue cet échange de chaleur avec l'extérieur. Donc si je récapitule tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on se rend compte que la densité massique d'énergie libre, qui prend comme argument l'état actuel du système, c'est-à-dire le tenseur de Green-Lagrange à l'état actuel et la température à l'état actuel, je vous rappelle qu'on avait dit que l'énergie libre ne dépendait pas du gradient de la température dans notre modèle. Cette énergie libre, donc, permet d'écrire non seulement la densité massique d'énergie interne, mais également la densité massique d'entropie, via les relations qu'on a établies tout à l'heure. Alors jusqu'à présent, on n'a toujours rien dit de la production volumique d'entropie, qui à ce stade dépend toujours de l'histoire de la dilatation de Cauchy, de l'histoire de la température à la position x, et de l'histoire du gradient de la température à la position x. De la même manière, on n'a toujours rien dit du flux de chaleur, qui dépend des mêmes variables observables. En revanche, on a travaillé sur les contraintes de Piola-Kirchhoff, et on a montré que la relation constitutive qui donne le tenseur de contraintes de Piola-Kirchhoff ne dépend que de l'état actuel du système E et T, et ne dépend pas du gradient de T, et c'est proportionnel à la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, qu'on peut toujours considérer comme un tenseur symétrique. Donc finalement, pour écrire le comportement du matériau avec nos 5 fonctionnels, on a quand même bien restreint le champ d'investigation, puisque l'énergie interne, la densité massique d'entropie et le tenseur de Piola-Kirchhoff s'écrivent explicitement à partir de la densité massique d'énergie libre qui dépend de E et de T. Alors maintenant, je vais détailler ce qui se passe quand on introduit une liaison interne, notamment en considérant des matériaux incompressibles, dans cette relation entre les contraintes de Piola-Kirchhoff et la densité massique d'énergie libre. Alors on va voir que cette liaison interne va réduire les évolutions possibles à partir de l'état donné. Notamment, on ne pourra plus considérer tous les tenseurs symétriques pour la dérivée temporelle du tenseur de déformation de Green-Lagrange. Donc je vais faire un certain nombre de calculs simples maintenant pour vous montrer comment on obtient ce résultat. Alors cette liaison interne d'incompressibilité, ça se traduit par un volume qui n'évolue pas, et donc le déterminant du gradient de la transformation, c'est-à-dire J, est égal à 1. Donc la dérivée temporelle de J vaut 0, et donc la divergence du champ de vitesse qui vaut J point J-1 vaut également 0. Si on calcule maintenant la trace du taux de déformation, c'est-à-dire la trace de la partie symétrique du gradient du champ de vitesse, on obtient la divergence du champ de vitesse. Ça, pour s'en rendre compte, il suffit d'écrire en composante ce que c'est que la trace de la partie symétrique du gradient du champ de vitesse. On obtient directement la divergence du champ de vitesse, et ça, on vient de montrer que c'était égal à 0. Donc pour les milieux incompressibles, le taux de déformation est un tenseur déviatorique. Vous savez maintenant des cours précédents que le taux de déformation, c'est transposé de f-1 contracté avec E point contracté avec f-1. Et donc en considérant que la trace de AB c'est égal à la trace de BA, on trouve que la trace du taux de déformation, c'est égal à la trace de f-1 contracté avec transposé de f-1 contracté avec E point. Et donc ça, on peut le réécrire sous la forme d'une double contraction, c'est-à-dire f-1 contracté avec transposé de f-1, doublement contracté avec E point. Donc finalement, la trace du taux de déformation, c'est égal à C-1, l'inverse du tenseur de dilatation de Cauchy, doublement contracté avec E point, et ça vaut 0. Donc vous voyez que la liaison interne des matériaux incompressibles, qui impose que la trace du taux de déformation vaut 0, impose en fait que la dérivée temporelle du taux de déformation de Green-Lagrange est orthogonale au tenseur C-1. Donc on ne peut plus considérer toutes les évolutions possibles à partir de l'état, mais uniquement les dérivées temporelles de tenseurs symétriques qui sont dans l'orthogonale de C-1. Donc dit de manière plus précise, si on considère la forme linéaire f qui a un tenseur symétrique z associe C-1 doublement contracté avec z, les évolutions possibles à partir de n'importe quel état E, T, c'est T point égale 0, puisque ça c'est le choix qu'on était en train de faire, et E point qui appartient au noyau de cette forme linéaire f. Donc à partir de là, je vous rappelle simplement ce qu'on avait obtenu grâce à l'inégalité de Clausius du M en prenant E point et moins E point tout à l'heure. On avait obtenu que le terme entre parenthèses qui ne dépend que de l'état du système, doublement contracté avec tous les E points possibles, donc là en l'occurrence tous ceux qui sont dans le noyau de F, vaut 0. Alors dans cette inégalité de Clausius du M, on peut carrément ajouter une partie symétrique sur le terme entre parenthèses, puisque comme E point est nécessairement symétrique, la partie antisymétrique du terme entre parenthèses va nécessairement faire 0. Donc il reste que la partie symétrique du terme entre parenthèses doublement contractée avec E point doit faire 0 via l'inégalité de Clausius du M. Alors du coup, cette inégalité de Clausius du M qui nous dit que quel que soit E point dans le noyau de F, la partie symétrique de ce terme entre parenthèses qui dépend du tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff et de la dérivée par rapport à E de la fonctionnelle d'énergie libre, doublement contractée avec E point, ça vaut 0. On peut réécrire tout ça en introduisant une forme linéaire G qui, à Z symétrique, associe la partie symétrique de ce terme entre parenthèses doublement contractée avec Z. Et donc l'inégalité de Clausius du M dit simplement que E point appartient au noyau de G.
Donc on a deux formes linéaires, f et g, qui à un tenseur symétrique z associent un tenseur symétrique doublement contracté avec z. Donc on vient de montrer que quel que soit E point dans le noyau de F, l'inégalité de Clausius du M nous imposait que E point devait être dans le noyau de G. Donc ça veut dire que le noyau de F est inclus dans le noyau de G. Alors par ailleurs, le noyau de F et le noyau de G ont la même dimension. Alors pour vous rendre compte de ça, il suffit d'utiliser un théorème classique de classe préparatoire, que pour une application linéaire, la dimension de l'image de l'application linéaire plus la dimension du noyau de l'application linéaire est égale à la dimension de l'espace vectoriel de départ. Donc la dimension de l'image, vu que là on arrive dans R, c'est nécessairement 1. La dimension des tenseurs symétriques d'ordre 2, eh bien c'est 6. Donc ça veut dire que les dimensions des noyaux, c'est nécessairement 5. Donc si l'espace vectoriel noyau de F est inclus dans l'espace vectoriel noyau de G et que la dimension du noyau de F est égale à la dimension du noyau de G, ça veut dire que le noyau de F est égal au noyau de G. Et comme f et g sont deux formes linéaires, eh bien f est proportionnel à g. Donc ça, c'est un théorème de maths que vous avez peut-être oublié, mais qu'il faut se rappeler. Deux formes linéaires qui ont le même noyau sont proportionnelles, sont collinaires. Donc ça veut dire qu'on peut introduire un petit scalaire c, de telle sorte que g soit égal à c fois f. Donc ça veut dire que g moins cf est la fonction nulle. Et donc ça veut dire que la partie symétrique du terme entre parenthèses qui fait intervenir le tenseur de Piola-Kirchhoff, moins petit c fois grand c moins 1, le tenseur de dilatation de Cauchy, doublement contracté avec n'importe quel z symétrique, ça faut nécessairement 0, puisque g moins petit c fois f est égal à 0. Et ça veut dire donc que la partie symétrique du terme entre parenthèses moins petit c fois grand c moins 1 est un tenseur antisymétrique. Donc ça veut dire que sa partie symétrique vaut 0. Et donc on trouve que la fonction qui donne le tenseur de Piola-Kirchhoff en fonction de E et de T, ça n'est rien d'autre que la partie symétrique du terme qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire la masse volumique multipliée par la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, plus petit c qui est indéterminé, multiplié par c-1, l'inverse du tenseur de dilatation de Cauchy. Donc on voit que quand on a une liaison interne, certes on simplifie la cinématique, mais on complexifie la relation entre l'énergie libre et le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff. Puisqu'on voit qu'on a un terme indéterminé dans cette relation avec c multiplié par l'inverse du tenseur de dilatation de Cauchy. Donc de nouveau, je résume ce qu'on a dit pour les matériaux incompressibles. La densité massique d'énergie libre est toujours le potentiel de choix pour écrire les relations constitutives, puisque l'énergie interne s'écrit en fonction de l'énergie libre, puisque la densité massique d'entropie s'écrit elle aussi en fonction de l'énergie libre, ça ne change pas. On n'a toujours rien dit sur la production d'entropie. On n'a toujours rien dit sur le flux de chaleur. En revanche, les contraintes de Piola-Kirchhoff s'écrivent maintenant comme une fonction de l'état actuel observable, c'est-à-dire E et T, et c'est égal à ρ0 multiplié par la dérivée de l'énergie libre par rapport au tenseur E, plus une partie indéterminée avec un petit c qui est indéterminé multiplié par l'inverse du tenseur de dilatation de Cauchy. Alors je vous rappelle brièvement ce que j'avais dit tout à l'heure, l'énergie libre peut toujours être choisie de telle sorte que la dérivée de l'énergie libre par rapport à E soit symétrique. Alors je vais maintenant détailler rapidement ce que devient le tenseur de Cauchy dans le cas compressible et dans le cas incompressible. On avait trouvé que le tenseur de Piola-Kirchhoff pour le cas compressible c'était la partie symétrique de ρ0 multipliée par la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, qu'on peut toujours prendre symétrique, donc on peut enlever cette partie symétrique qui est devant. Et on sait que le tenseur de Piola-Kirchhoff s'écrit comme JF-1 contracté avec le tenseur de contrainte de Cauchy contracté avec la transposée de F-1. Donc on trouve dans le cas compressible que le tenseur de contrainte de Cauchy s'écrit simplement comme ρ, la masse volumique dans l'état actuel, multiplié par F contracté avec la partie symétrique de la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, contracté avec la transposée de F. Là encore, je répète, on peut enlever la partie symétrique devant la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, puisqu'on peut toujours écrire l'énergie libre pour que sa dérivée soit symétrique. Alors pour les matériaux incompressibles, la seule chose qui change, c'est qu'on ajoute un terme indéterminé dans la relation entre le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff et l'énergie libre, et ce petit c multiplié avec l'inverse du tenseur de dilatation de Cauchy. L'inverse du tenseur de dilatation de Cauchy, je vous rappelle, ça donne F-1 contracté avec transposé de F-1, et donc on peut réinjecter ça dans l'écriture du tenseur de contrainte de Cauchy. On obtient que le tenseur de contrainte de Cauchy s'écrit comme la masse volumique dans l'état actuel, multiplié par F contracté avec la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, contracté avec la transposée de F, ça c'est la même chose que pour la partie compressible, et on ajoute ce terme C multiplié par l'identité avec petit c qui est indéterminé. Donc on voit que la partie isotrope, la partie qui est proportionnelle à l'identité dans le tenseur de contrainte de Cauchy, n'est pas déterminée par le comportement quand on a un matériau incompressible. Alors vous allez vous demander comment on détermine petit c du coup. Eh bien c'est grâce à l'écriture des conditions limites. À chaque fois qu'on va écrire les conditions limites, on va pouvoir déterminer petit c dans le comportement. Donc c'est quelque chose qu'il faut retenir, quand on ajoute des liaisons internes, il se peut que le comportement ne soit pas complètement déterminé. Et cette détermination, elle se fait par l'écriture des conditions limites, et là en l'occurrence, pour un comportement incompressible, la partie isotrope des contraintes n'est pas déterminée par le comportement.
Alors maintenant, on va voir que le flux de chaleur est très fortement lié à l'écriture de la production d'entropie. Donc pour ça, on reprend notre équation locale des bilans thermodynamiques qu'on avait écrite la dernière fois. On trouve évidemment avec tout ce qu'on a dit précédemment que quel que soit l'état, les premiers termes sont nuls, via les relations générales qu'on a démontrées. Et donc on trouve que moins le flux de chaleur contracté avec le gradient de la température divisé par la température, c'est égal à la puissance volumique dissipée dans la configuration de référence. Cette puissance dissipée, elle doit être positive via le second principe. Et comme on voit bien qu'il y a une partie thermique, il faut évidemment qu'elle dépende du gradient de la température. On va faire ici un choix très simple et très commun qui est de considérer que la puissance dissipée est une forme quadratique du gradient de la température, comme ça ce sera bien toujours positif. Et comme on sait qu'on produit d'autant plus d'entropie que le matériau est froid, eh bien on va diviser tout ça par la température. Donc on définit une puissance dissipée comme une forme quadratique du gradient de la température divisée par la température. Et donc on introduit un tenseur d'ordre 2 K qui dépend de la position et de l'état du système, de telle sorte que la puissance volumique dissipée s'écrit comme le gradient de la température contracté avec K, contracté avec le gradient de la température divisé par la température. Ça c'est bien toujours positif et on se rend compte que le tenseur K, qui dépend de la position et de l'état du système, est homogène à un tenseur de conductivité thermique. Donc ici je viens de spécifier ce qu'était la production d'entropie et j'ai fait un choix, c'est vraiment quelque chose que je viens d'inventer. Ce choix, il est raisonnable et il va falloir aussi faire un choix pour la densité massique d'énergie libre qu'on a trimballée jusqu'à présent dans toutes les expressions. Alors du coup, pour finir, on se rend compte qu'en utilisant l'équation des bilans thermodynamiques locales, eh bien, on est capable de spécifier le flux de chaleur grâce à la puissance volumique dissipée. Donc en réinjectant la forme quadratique du gradient de la température qu'on a défini, on obtient que le flux de chaleur s'écrit comme moins le tenseur de conductivité à la position x et qui dépend de l'état E et T, contracté avec le gradient de la température. Donc cette expression du flux de chaleur, elle doit vous rappeler des souvenirs puisque ça n'est rien d'autre que la loi de Fourier que vous avez dû voir en classe préparatoire. Alors c'est peut-être nouveau pour vous que la conductivité ce soit un tenseur d'ordre 2 et pas simplement une valeur scalaire, simplement les matériaux ne sont pas nécessairement isotropes du point de vue de l'écoulement de la chaleur. Il peut y avoir des directions où la chaleur s'écoule mieux que dans d'autres directions et donc la conductivité thermique n'est pas la même dans toutes les directions. Donc c'est bien logique d'obtenir un tenseur d'ordre 2 pour exprimer la conductivité d'un matériau. En revanche, si vous avez un comportement thermique isotrope et homogène, vous dites que ce tenseur de conductivité, qui dépend de la position et de l'état du système, ça n'est rien d'autre qu'une valeur de conductivité qui ne dépend plus de la position et qui dépend de l'état du système, multipliée par l'identité. L'identité garantit le fait que ce soit isotrope, et le fait que ça ne dépende plus de la position garantit le fait que votre conductivité est bien homogène. Ça ne veut pas dire qu'elle est partout pareille dans tout le matériau, ça veut simplement dire que fondamentalement la conductivité ne dépend pas de la position, elle dépend que de l'état du système. Mais comme l'état du système lui peut être hétérogène, vous pouvez avoir quand même une conductivité hétérogène. En tous les cas, ça c'est un exemple uniquement. Dans le cas général, le tenseur de conductivité est bien un tenseur d'ordre 2 qui dépend de la position, puisque le matériau n'est pas nécessairement le même dans toutes les positions, et qui dépend de l'état du système. Donc maintenant, pour tout récapituler, on a trouvé que la fonction qui donne la densité massique d'énergie interne dépend de la densité massique d'énergie libre. On a trouvé que la densité massique d'entropie dépendait de la densité massique d'énergie libre. On a trouvé que la production volumique d'entropie dépendait de ce tenseur de conductivité qui dépend de l'état. De même, on a trouvé que le flux de chaleur dépendait de ce tenseur de conductivité. Et on a trouvé que la contrainte de Piola-Kirchhoff dépendait aussi de la densité massique d'énergie libre. Donc finalement, on voit qu'on s'est ramené à définir un potentiel d'énergie libre et à définir une conductivité thermique pour définir complètement nos 5 relations constitutives. Je vous rappelle que les relations sont exactement les mêmes pour les matériaux incompressibles, à ceci près que pour la contrainte de Piola-Kirchhoff, on a introduit un terme qui est indéterminé, avec un petit c qui n'est pas déterminé par le comportement, multiplié par l'inverse du tenseur de dilatation de Cauchy, qui n'est rien d'autre que l'identité plus 2 fois le tenseur de déformation de Green-Lagrange. Alors maintenant qu'on a une relation générale entre les contraintes et la densité massique d'énergie libre, on va voir comment particulariser cette relation dans le cadre des hypothèses de la thermoélasticité en petites transformations. Je vous rappelle que je fais ce détour par les petites transformations simplement pour que vous voyez le lien entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce que vous connaissez déjà de votre cours de mécanique des milieux continus l'année dernière. Alors je vais redétailler maintenant les hypothèses de la thermoélasticité en petites transformations. Et c'est ce qui va nous permettre d'écrire notamment un développement de Taylor à l'ordre 2 de la densité massique d'énergie libre. Et c'est ce qui va sous-tendre l'écriture du comportement. Alors en premier lieu, on va supposer qu'on est en petite perturbation, c'est-à-dire que les déformations sont les déformations linéarisées que vous avez vues dans votre cours de mécanique des milieux continus de l'année dernière. Et on va faire une hypothèse similaire pour la température. On va faire l'hypothèse que la température s'écrit comme une température initiale plus une variation de température qui, elle, est faible.
Donc finalement, on va pouvoir dire que la densité massique d'énergie libre dépend de la déformation linéarisée et de la variation de température, puisque dépend de la température ou dépend de la variation de température, c'est équivalent. Et donc, puisque ces deux observables sont par hypothèse faibles, on va pouvoir faire un développement limité à l'ordre 2 de la densité massique d'énergie libre. On a donc un terme constant, ρ psi 0, plus un terme qui est linéaire en epsilon, donc sigma 0 doublement contracté avec epsilon pour obtenir un scalaire, plus un terme qui est linéaire en delta t. Alors là, on met un moins par convention simplement pour obtenir des expressions habituelles. Donc on va appeler ce terme ρ S0 multiplié par delta t. Ce ρ S0 est conventionnel, vous allez voir, simplement il va avoir la dimension d'une masse volumique multipliée par une densité massique d'entropie. Puisqu'on développe à l'ordre 2, on va aussi avoir un terme quadratique en epsilon. Donc on met un 1,5 aussi par convention. On va dire 1,5 epsilon doublement contracté avec un tenseur d'ordre 4 doublement contracté avec epsilon. Le tenseur d'ordre 4 intervient puisqu'il nous faut un scalaire à la fin, et donc quand on a un terme quadratique, ça fait intervenir ce tenseur d'ordre 4 avec des doubles contractions avec epsilon. On a aussi un terme en delta t epsilon, donc là il faut aussi faire intervenir un tenseur d'ordre 2 pour obtenir un scalaire, en double contractant par epsilon. Donc là encore on met un signe moins par convention et on obtient un terme en delta t multiplié par un tenseur bêta d'ordre 2 doublement contracté avec epsilon. Ce tenseur bêta, on va lui donner un sens par la suite. Et enfin, on peut ajouter un terme quadratique en delta t, et donc là, comme delta t est scalaire, on obtient simplement un moins 1,5 par convention, multiplié par une constante, multiplié par delta t au carré. Et là encore, cette constante, on va lui donner un sens par la suite. Alors maintenant qu'on a écrit une forme analytique pour l'énergie libre, on va pouvoir utiliser notre relation constitutive qu'on a démontrée tout à l'heure, qui était tout à fait générale, à savoir que l'entropie, c'est égal à moins la dérivée de l'énergie libre par rapport à la température. Donc en reprenant notre développement limité à l'ordre 2 pour l'énergie libre, on calcule très simplement l'entropie. Donc en reprenant l'énergie libre, le premier terme et le deuxième terme ne dépendent pas de la température, donc quand on les dérive par rapport à la température, ces deux termes s'annulent. Ensuite, on avait un terme en moins ρ S0 delta t. Quand on prend moins la dérivée par rapport à delta t, on obtient ρ S0. Et donc on voit que S0 a la signification d'une densité massique d'entropie initiale. Ensuite, on avait un terme en 1,5 de epsilon doublement contracté avec R doublement contracté avec epsilon. Ça ne dépend pas de la température, donc quand on prend la dérivée, ça s'annule. Ensuite, on avait un terme en moins delta t bêta doublement contracté avec epsilon. Quand on prend moins la dérivée par rapport à delta t, on obtient bêta doublement contracté avec epsilon. Et enfin, on avait un terme quadratique en delta t, moins 1,5 de ρ gamma delta t au carré. Quand on prend moins la dérivée par rapport à delta t, il reste ρ gamma delta t. Donc finalement, via le développement limité de l'énergie libre et via la relation constitutive qu'on avait trouvée entre la densité massique d'entropie et la densité massique d'énergie libre, on trouve une expression analytique aussi pour l'entropie du système. Alors je vais donner maintenant un sens physique aux grandeurs qu'on a introduites dans le développement limité de l'énergie libre. Alors pour faire ça, on va calculer Ts point avec S point la dérivée temporelle de la densité massique d'entropie. Et vous savez via l'équation des bilans que ça c'est égal à un terme d'apport plus à un terme de production. Les termes d'apport, vous savez que c'est l'apport de chaleur divisé par la température. Donc quand on multiplie tout par la température, on obtient Ts point qui est égal à l'apport de chaleur par unité de masse plus la production d'entropie par unité de masse. Donc ce terme Ts point, il caractérise à la fois les échanges de chaleur avec l'extérieur et l'irréversibilité de l'évolution, c'est-à-dire la dissipation d'énergie. Et on a vu dans l'équation des bilans tout à l'heure que la production d'entropie, c'est-à-dire la dissipation d'énergie, était liée à un terme de chaleur dans notre modèle. C'est-à-dire que c'était une forme quadratique des gradients de la température, avec une conductivité thermique entre les deux. Donc on va écrire une expression analytique de Ts point, simplement en reprenant l'expression de la densité massique d'entropie qu'on vient de déterminer, c'est-à-dire ρS est égal à ρ S0 plus bêta doublement contracté avec epsilon, plus ρ gamma multiplié par delta t. On va calculer S point et on va multiplier par la température, et donc on obtient T divisé par la masse volumique multiplié par bêta doublement contracté avec epsilon point, plus T multiplié par gamma multiplié par T point. Et donc on obtient naturellement un terme qui précontracte epsilon point et un terme qui précontracte T point. C'est-à-dire qu'on fait varier l'entropie en faisant varier epsilon ou en faisant varier la température. Et on a deux grandeurs, bêta et gamma, qui vont piloter à quel point l'entropie évolue quand on fait évoluer la température ou quand on fait évoluer les déformations. Avec ce qu'on a dit sur le sens physique de Ts point, il est assez légitime d'appeler T gamma la chaleur massique du matériau. C'est ce qui va apparaître dans l'équation de la chaleur quand on va faire varier la température. Et il est assez légitime aussi d'appeler T divisé par ρ multiplié par bêta le tenseur des chaleurs latentes massiques de déformation, c'est-à-dire ce qui va induire des variations d'entropie quand on fait varier les déformations. Et donc c'est ce tenseur des chaleurs latentes massiques de déformation qu'on retrouve dans les phénomènes d'auto-échauffement, c'est-à-dire quand on fait varier la déformation et qu'on a un dégagement de chaleur associé à ça.
Alors maintenant qu'on a donné un sens physique aux grandeurs qui sont apparues naturellement dans le développement limité au deuxième ordre de l'énergie libre, on va pouvoir travailler un peu pour appliquer la relation constitutive qu'on avait déterminée tout à l'heure sur le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff. Alors je vous rappelle qu'on est en HPP, c'est-à-dire que le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff et le tenseur de contrainte de Cauchy vont s'identifier, puisque le gradient de la transformation, f, est quasiment égal à l'identité. Donc finalement, il y a une identification entre le tenseur de contrainte de Piola-Kirchhoff et le tenseur de contrainte de Cauchy en HPP. On avait trouvé tout à l'heure que le tenseur de contrainte de Cauchy, c'était la masse volumique multipliée par F contractée avec la dérivée de l'énergie libre par rapport à E contractée avec la transposée de F. Puisque F est quasiment égal à l'identité, on va pouvoir les enlever dans cette expression. Et on va identifier aussi, comme tout à l'heure, le tenseur de déformation de Green-Lagrange par le tenseur de déformation linéarisé epsilon. Donc en HPP, on trouve que le tenseur de contrainte de Cauchy, c'est la masse volumique multipliée par la dérivée de l'énergie libre par rapport à epsilon. Donc il suffit de dériver par rapport à epsilon le développement limité à l'ordre 2 qu'on a écrit pour l'énergie libre. Donc le terme linéaire en epsilon va donner sigma 0, le terme quadratique en epsilon va donner R doublement contracté avec epsilon, et le terme mixte entre delta t et epsilon va donner moins delta t bêta. Donc la contrainte de Cauchy se lit, sigma égale à un sigma 0 qui est une sorte de contrainte initiale, plus R doublement contracté avec epsilon, moins delta t multiplié par bêta. Alors évidemment, on voit que ce terme en moins delta t bêta fait intervenir la dilatation thermique du matériau, et donc on a envie de l'intégrer aux déformations epsilon. Pour ça, on introduit un tenseur de dilatation thermique alpha, qui est égal à l'inverse du tenseur R doublement contracté avec bêta, c'est-à-dire qu'on peut écrire bêta comme étant R doublement contracté avec alpha, simplement en double contractant par R de chaque côté de l'équation qu'on vient d'écrire, et on obtient donc que sigma, c'est toujours égal à sigma 0 plus R doublement contracté avec entre parenthèses epsilon moins delta t alpha, et donc on voit bien qu'on a un terme epsilon qui est la déformation totale du matériau, moins une dilatation thermique qui est liée à l'accroissement de température delta t. Cette déformation totale moins ce qu'on appelle la déformation thermique, c'est-à-dire le tenseur de dilatation thermique multiplié par la variation de température delta t, eh bien ça, on appelle ça les déformations élastiques. Il faut bien comprendre ça parce que beaucoup d'ingénieurs font l'erreur de penser que les contraintes sont associées aux déformations totales qui dérivent d'un champ de déplacement. Absolument pas, les contraintes sont toujours liées à une déformation élastique. Donc si on a une déformation thermique supplémentaire, il faut la retrancher aux déformations totales pour obtenir les déformations élastiques qui vont intervenir dans le comportement. Alors je dis deux mots à propos de ce terme de contrainte initiale sigma 0 qui est apparu dans notre développement. Il faut prendre ce champ de contrainte comme un champ d'autocontrainte initiale, donc un champ de contrainte résiduelle dans le matériau avant que vous commenciez à le déformer. Évidemment, dans la plupart des exercices qu'on fait en école, on prend ce champ comme égal à 0 puisqu'on ne le connaît pas, mais il faut bien saisir que dans la vraie vie, les matériaux sont déjà contraints quand vous commencez à les déformer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été mis en forme d'une certaine manière et il y a un champ de contrainte résiduel associé à tout le processus de déformation qu'a subi le matériau avant de vous être livré. Et c'est tout un enjeu de l'industrie qui fabrique des matériaux que d'évaluer ces champs de contraintes résiduels initiaux avant de vendre les pièces mécaniques qu'ils fabriquent. Alors explicité comme ça, on a l'impression que les contraintes ont un sens physique particulier, alors que je vous avais bien dit que les contraintes étaient un concept abstrait et qu'il valait mieux plutôt réfléchir avec les observables. C'est particulièrement vrai dans le cas des contraintes résiduelles, puisque c'est un terme qui est extrêmement utilisé par l'industrie, comme je viens de le dire, mais qui au final est relativement mal compris, du fait que le champ de contraintes masque en fait l'origine physique de l'apparition de ces contraintes. Comme je viens de vous l'expliquer, les contraintes sont toujours liées à une déformation élastique. Et donc si on a des contraintes résiduelles initiales, ça veut dire qu'il y a un champ de déformation élastique résiduelle dans votre pièce qui crée ce champ de contrainte initiale. Alors, pourquoi il y a un champ de déformation élastique résiduel ? Simplement parce que vous avez des déformations irréversibles dans le matériau qui ne sont pas compatibles, c'est-à-dire qu'elles ne dérivent pas d'un champ de déplacement. On ne peut pas les écrire comme la partie symétrique du gradient d'un champ de déplacement. Et donc, il faut nécessairement ajouter un champ de déformation élastique qui ne sera pas compatible lui non plus, de telle sorte que la somme des deux, le champ de déformation élastique plus le champ de déformation résiduelle irréversible que vous avez dans le matériau, est bien compatible, c'est bien une déformation totale, c'est-à-dire qu'elle dérive d'un champ de déplacement et s'écrit comme la partie symétrique du gradient d'un champ de déplacement en petite transformation. Et autant le sens physique associé aux contraintes résiduelles écrites sous la forme de contrainte sigma 0 n'est pas clair, en revanche, l'origine physique de déformation résiduelle, elle est très claire. Soit c'est associé à des déformations plastiques, soit ça peut être associé à des transformations de phase, ça peut être associé à une réaction chimique dans la structure interne de votre matériau, comme la polymérisation pour les polymères par exemple. Et donc on voit bien que cette notion de déformation résiduelle est très claire du point de vue physique et induit des contraintes résiduelles qui est un concept abstrait.
Alors on a cette expression de sigma qui est égale à sigma 0 plus R doublement contracté avec epsilon moins delta T fois la dilatation thermique. On appelle le tenseur R le tenseur des raideurs, hein. Pourquoi? Parce qu'il joue le rôle de la raideur d'un ressort dans la relation linéaire entre sigma et les déformations élastiques. Et je vous rappelle que c'est un tenseur d'ordre 4, donc il y a 81 composantes à écrire pour déterminer ce tenseur. Alors en fait, il y a beaucoup moins de composantes indépendantes que ça, puisqu'il y a beaucoup de symétrie dans ce tenseur. Sur le tenseur RIJKL, il y a des symétries entre I et J, entre K et L, et entre le couple IJ et le couple KL. Donc toutes ces symétries mises ensemble fait qu'on n'a plus que 21 composantes indépendantes dans le tenseur de raideur. Donc en élasticité linéaire anisotrope, hein, c'est-à-dire où le comportement n'est pas le même dans toutes les directions de l'espace, il faut 21 coefficients pour caractériser l'élasticité. Donc ça veut dire un plan expérimental considérable, hein, pour identifier indépendamment ces 21 composantes. Donc on a revu que l'élasticité linéaire faisait intervenir un tenseur d'ordre 4 dans le comportement, qu'on appelle le tenseur de raideur. Et on va voir maintenant ce que devient ce tenseur de raideur quand le matériau est isotrope, c'est-à-dire qu'il se comporte de la même manière dans toutes les directions. Pour ça, on va introduire une base des tenseurs d'ordre 4 pour écrire ce tenseur de raideur. Alors on va travailler sur le tenseur d'ordre 4 de raideur quand on est dans une symétrie isotrope, c'est-à-dire que le comportement est le même dans toutes les directions de l'espace, hein, il n'y a pas de direction privilégiée. Donc on a vu que dans le cas général anisotrope, il y avait 21 coefficients pour définir le tenseur de raideur d'ordre 4, c'est-à-dire que l'espace vectoriel des tenseurs d'ordre 4 symétriques est de dimension 21. Et donc l'espace des tenseurs d'ordre 4 symétriques isotropes est un sous-espace vectoriel de ces tenseurs d'ordre 4 symétriques. Alors vous savez de votre cours de l'année dernière que l'élasticité linéaire isotrope peut s'exprimer à l'aide de deux coefficients matériaux seulement. Généralement vous voyez les coefficients de Lamé, lambda et mu, ou de manière équivalente le module de Young et le coefficient de Poisson. Donc ça veut dire que le sous-espace vectoriel des tenseurs d'ordre 4 symétriques isotropes est de dimension 2. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais ça se démontre, hein. Alors puisqu'on a un espace vectoriel de dimension 2, on va pouvoir déterminer une base de cet espace vectoriel avec deux éléments de base qui sont deux tenseurs d'ordre 4 symétriques et isotropes, qui sont deux tenseurs indépendants et qui génèrent l'espace vectoriel des tenseurs symétriques d'ordre 4 isotropes, hein. Donc on pense en premier lieu au tenseur identité d'ordre 4, c'est-à-dire le tenseur qui doublement contracté avec un certain epsilon va donner epsilon. Ça c'est bien un tenseur symétrique et isotrope, hein. De manière un petit peu moins triviale, on va essayer de penser à un tenseur d'ordre 4, de telle sorte que ce tenseur d'ordre 4 doublement contracté avec epsilon va donner la trace d'epsilon multipliée par l'identité d'ordre 2. Ce tenseur d'ordre 4, il s'écrit sous la forme de l'identité d'ordre 2 tensorielle l'identité d'ordre 2. Alors ça se démontre simplement en écrivant en composante cette double contraction. Je vous laisse faire ça en exercice parce que c'est particulièrement simple. Il suffit d'écrire que l'identité d'ordre 2, c'est un tenseur delta ij avec delta ij qui vaut 0 tout le temps sauf quand i est égal à j. Et vous utilisez cette définition en écrivant en composante cette double contraction entre l'identité tensorielle l'identité, le tout doublement contracté avec epsilon. Ça va vous donner la trace d'epsilon multipliée par l'identité d'ordre 2. Alors en écrivant le tenseur de raideur dans cette base qu'on vient de déterminer, on fait intervenir deux coefficients, c'est-à-dire que le tenseur d'ordre 4 R est égal à lambda l'identité tensorielle l'identité d'ordre 2 plus 2 mu fois l'identité d'ordre 4. Donc on peut voir les coefficients de Lamé, lambda et mu, simplement comme les coefficients dans la combinaison linéaire pour écrire le tenseur de raideur dans sa base naturelle. Du coup, en réinjectant cette expression du tenseur de raideur dans l'expression du tenseur de contrainte de Cauchy, en supposant qu'il n'y a pas de contrainte initiale, on obtient que les contraintes de Cauchy c'est égal à R doublement contracté avec epsilon, et donc ça donne lambda trace de epsilon plus 2 mu fois epsilon, en utilisant les relations fondamentales des éléments de base qu'on a déterminés, c'est-à-dire l'identité d'ordre 2 tensorielle l'identité d'ordre 2, le tout contracté avec epsilon, c'est la trace d'epsilon fois l'identité d'ordre 2, et l'identité d'ordre 4 doublement contractée avec epsilon, ça doit donner epsilon. Donc là, normalement, vous retrouvez l'expression du comportement élastique linéaire isotrope en petite transformation que vous avez vu l'année dernière. Alors vous savez que la notion de base d'un espace vectoriel n'est pas unique, on peut avoir plusieurs bases différentes. Et donc on va avoir une meilleure base pour écrire le tenseur de raideur. Pour écrire cette nouvelle base, on va simplement s'inspirer de la précédente et écrire une combinaison linéaire de ces deux éléments de base qu'on connaît déjà pour obtenir deux éléments nouveaux qui sont indépendants aussi. Pour le premier élément, je vais simplement prendre un tiers de l'identité d'ordre 2 tensorielle l'identité d'ordre 2. Donc ça, c'est évidemment un élément de base. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir écrire que cet élément de base doublement contracté avec epsilon, c'est un tiers de la trace d'epsilon multiplié par l'identité d'ordre 2.
Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir divisé par 3? C'est simplement que la trace d'epsilon divisée par 3 multipliée par l'identité, c'est ce qu'on appelle la partie isotrope du tenseur epsilon, et en l'occurrence c'est le tenseur de déformation. Alors pourquoi on appelle un tiers de la trace d'epsilon multipliée par l'identité la partie isotrope du tenseur epsilon? Simplement parce que si on retranche cette partie au tenseur epsilon, on obtient un tenseur qui est déviatorique, c'est-à-dire dont la trace vaut 0. Donc tout tenseur d'ordre 2 peut s'écrire comme une partie isotrope qui est proportionnelle à l'identité, plus un tenseur dont la trace vaut 0 et qu'on appelle la partie déviatorique. Donc je répète, la partie isotrope c'est trace de epsilon divisé par 3 fois l'identité, et la partie déviatorique c'est epsilon moins trace de epsilon divisé par 3 fois l'identité. Donc le fait de diviser par 3, ça correspond simplement au fait que la trace de l'identité quand on est en dimension 3, eh bien ça vaut 3. Donc maintenant, on va pouvoir introduire le deuxième élément de base, qui est l'identité d'ordre 4, moins un tiers de l'identité d'ordre 2, tensorielle l'identité d'ordre 2. Quand on prend ce tenseur d'ordre 4 et qu'on double contracte par epsilon, on va avoir l'identité d'ordre 4 doublement contractée avec epsilon, et ça vaut epsilon, moins un tiers de l'identité d'ordre 2, tensorielle l'identité d'ordre 2, doublement contractée avec epsilon, et ça on vient de voir que ça valait moins la trace d'epsilon divisée par 3 fois l'identité. Et donc on retrouve le déviateur du tenseur epsilon. Donc on vient d'écrire une base des tenseurs d'ordre 4 symétriques isotropes, de telle sorte qu'on peut décomposer le tenseur epsilon en une partie isotrope et sa partie déviatorique. Alors l'avantage de ça, c'est que la partie isotrope et la partie déviatorique sont orthogonales au sens du produit scalaire qui est constitué par la double contraction entre les deux tenseurs. Donc si vous prenez un tenseur isotrope doublement contracté avec un tenseur déviatorique, ça fait nécessairement 0, puisque le tenseur isotrope est proportionnel à l'identité, et que vous savez que doublement contracté avec l'identité à un tenseur, ça revient à prendre sa trace, et que la trace d'un tenseur déviatorique vaut 0. Donc nécessairement, un tenseur isotrope est orthogonal au tenseur déviatorique. Donc finalement, cette nouvelle base qu'on a établie pour les tenseurs d'ordre 4 symétriques isotropes, ça apparaît comme un projecteur sur deux espaces orthogonaux, l'espace des tenseurs isotropes et l'espace des tenseurs déviatoriques. Alors maintenant, je vais détailler rapidement les relations d'orthogonalité qu'on a. Notre premier élément de base, c'est-à-dire un tiers de l'identité d'ordre 2 tensorielle l'identité d'ordre 2, je vais l'appeler A simplement pour me simplifier la vie, ça vérifie A doublement contracté avec epsilon est égal à la trace de epsilon divisé par 3 multiplié par l'identité, et si je double contracte de chaque côté par A, ça donne A doublement contracté avec A doublement contracté avec epsilon, qui est égal à la trace de epsilon divisé par 3 multiplié par A doublement contracté avec l'identité. Et A doublement contracté avec l'identité, c'est la trace de l'identité divisée par 3 multipliée par l'identité. La trace de l'identité, ça vaut 3, et donc ça donne la trace d'epsilon divisée par 3 multipliée par l'identité. Et ça, c'est encore égal à A doublement contracté avec epsilon. Donc on a obtenu que A doublement contracté avec A doublement contracté avec epsilon, c'est égal à A doublement contracté avec epsilon. Et ça, c'est vrai quel que soit epsilon, donc on en déduit que A doublement contracté avec A, c'est égal à A. Avec le tenseur A d'ordre 4, qui est égal à 1 tiers de l'identité d'ordre 2 tensorielle l'identité d'ordre 2. Alors de la même manière, notre second élément de base, c'est-à-dire l'identité d'ordre 4 moins 1 tiers fois l'identité d'ordre 2 tensorielle l'identité d'ordre 2, ça je vais lui donner un nom, je vais l'appeler B, et on sait que B doublement contracté avec epsilon, c'est la partie déviatorique de epsilon. Donc si je double contracte par la gauche par B, on obtient que B doublement contracté avec B doublement contracté avec epsilon, et bien c'est B doublement contracté avec la partie déviatorique de epsilon. Et B doublement contracté avec la partie déviatorique de epsilon, c'est égal à la partie déviatorique de la partie déviatorique de epsilon, et ça c'est encore égal à la partie déviatorique de epsilon. Donc ça donne que B doublement contracté avec B doublement contracté avec epsilon, c'est égal à la partie déviatorique de epsilon, ce qui est encore égal à B doublement contracté avec epsilon. Et comme ça on peut l'écrire quel que soit epsilon, on obtient bien que B doublement contracté avec B, c'est égal à B. Avec B, tenseur d'ordre 4, qui est égal à l'identité d'ordre 4 moins 1 tiers de l'identité d'ordre 2 tensorielle l'identité d'ordre 2. Alors, en reprenant l'expression A doublement contracté avec epsilon est égal à trace de epsilon divisé par 3 fois l'identité d'ordre 2, si maintenant on double contracte par le tenseur B, ça donne B doublement contracté avec A doublement contracté avec epsilon, qui est égal à la trace de epsilon divisé par 3 fois B doublement contracté avec l'identité d'ordre 2. B doublement contracté avec l'identité, ça donne la partie déviatorique de l'identité, et la partie déviatorique de l'identité, ça vaut évidemment 0. Donc finalement, on trouve que B doublement contracté avec A doublement contracté avec epsilon vaut nécessairement 0. Réciproquement, on peut reprendre l'expression que B doublement contracté avec epsilon, c'est la partie déviatorique de epsilon, et si je précontracte par A, ça donne A doublement contracté avec B doublement contracté avec epsilon, et ça donne A doublement contracté avec la partie déviatorique de epsilon. Et donc ça donne la trace de la partie déviatorique de epsilon divisée par 3 fois l'identité, et la trace d'un tenseur déviatorique vaut 0, et donc on dit bien que A doublement contracté avec B doublement contracté avec epsilon vaut nécessairement 0. Donc on a écrit ces relations d'orthogonalité. A doublement contracté avec lui-même, ça donne
A, B doublement contracté avec lui-même donne B. Ça, c'est ce qui fait dire que A et B sont deux opérateurs projecteurs, puisque vous vous rappelez qu'un projecteur se définit par P rond P égale P. Donc là, on a A doublement contracté avec A égale A et B doublement contracté avec B égale B. Donc c'est bien des projecteurs. Et ce sont des projecteurs orthogonaux, puisque A doublement contracté avec B donne 0 et B doublement contracté avec A donne 0. Donc grâce à cette base, on peut écrire n'importe quel tenseur d'ordre 4 isotrope, un premier coefficient multiplié par le premier élément de base, plus un deuxième coefficient multiplié par le deuxième élément de base. Et donc, puisqu'on a cette relation d'orthogonalité qu'on vient de démontrer, il est très facile d'inverser ce tenseur d'ordre 4, et c'est pour ça que c'est particulièrement utile en élasticité. Donc dans cette base, l'inverse du tenseur d'ordre 4 qu'on vient d'écrire, ça n'est rien d'autre que 1 divisé par A fois le premier élément de base, plus 1 divisé par B fois le deuxième élément de base. Pour se rendre compte que cette expression est vraie, il suffit de faire t-1 doublement contracté avec t et d'utiliser les relations d'orthogonalité qu'on a trouvées. On va trouver en faisant ça l'identité d'ordre 4. Donc si on revient à l'écriture du tenseur de raideur d'ordre 4 isotrope, on avait trouvé en prenant une base intuitive que R c'était égal à lambda fois l'identité d'ordre 2 tenseur à l'identité d'ordre 2 plus 2 mu fois l'identité d'ordre 4. Et quand on utilise notre nouvelle base, on peut simplement réécrire la même chose en disant que R, c'est égal à 3 lambda plus 2 mu. Ce coefficient, on l'appelle le coefficient d'incompressibilité, qu'on appelle K0, multiplié par notre premier élément de base, 1 tiers, l'identité d'ordre 2 tensorielle l'identité d'ordre 2, plus 2 mu, fois notre second élément de base, l'identité d'ordre 4, moins 1 tiers de l'identité d'ordre 2 tensorielle l'identité d'ordre 2. Alors pour vérifier cette expression, il suffit de développer simplement le 3 lambda plus 2 mu et d'obtenir l'expression qu'on avait obtenue pour le tenseur de raideur initialement. Grâce à ce qu'on a dit sur l'orthogonalité de cette base dans les tenseurs d'ordre 4 symétriques isotropes, on obtient tout de suite le tenseur de souplesse qui n'est rien d'autre que l'inverse du tenseur de raideur, comme 1 sur 3 lambda plus 2 mu fois le premier élément de base, plus 1 sur 2 mu fois notre second élément de base. Et c'est l'un des intérêts qu'on trouve à avoir écrit cette base orthogonale, c'est que les tenseurs d'ordre 4 symétriques isotropes sont très simples à inverser dans cette base. Alors si on revient maintenant à ce que font les expérimentateurs en laboratoire pour caractériser l'élasticité linéaire isotrope, eh bien ils n'utilisent pas du tout les coefficients de Lamé comme on vient de voir, ni même le coefficient d'incompressibilité K0 qui est égal à 3 lambda plus 2 mu qu'on vient d'introduire, et le coefficient de cisaillement mu qui fait déjà partie des coefficients de Lamé. La raison à ça, c'est qu'ils ont introduit des concepts qui permettent de comprendre les expérimentations de manière beaucoup plus simple. Donc typiquement, pour caractériser un matériau linéaire élastique isotrope, on fait un essai de traction uniaxiale, c'est-à-dire qu'on va se placer dans un champ de contrainte qui va s'écrire comme sigma multiplié par EX tensoriel EX, avec EX la direction de traction. Cet état de contrainte uniaxiale va générer un état de déformation, avec une composante principale de déformation dans l'axe de traction, évidemment, et deux composantes de déformation perpendiculaires, c'est-à-dire en EY tensoriel EY et en EZ tensoriel EZ, qui font apparaître ce qu'on appelle l'effet Poisson, c'est-à-dire que quand on tire sur une éprouvette, on allonge la direction principale, et les deux directions orthogonales se mettent à rétrécir. Donc pour chaque déformation dans le sens de la traction, on va noter la contrainte correspondante, et on va appeler la pente de la droite obtenue le module de Young, et on va noter le coefficient de Poisson, la proportion de la déformation dans le sens de la traction, qui est repris dans le sens transverse avec un signe négatif. Alors le module de Young est noté E et le coefficient de Poisson est noté nu en général. À partir de la définition que je viens de donner de E et de nu, on écrit que la déformation élastique, qui là en l'occurrence est égale à la déformation totale, puisqu'il n'y a pas de déformation thermique, c'est égal à sigma divisé par E, multiplié par EX tensoriel EX, moins nu le coefficient de Poisson, EY tensoriel EY, moins nu EZ tensoriel EZ. Donc on voit bien qu'on a une direction d'allongement principal et un rétrécissement de la section dans les axes transverses, qui est piloté par le coefficient de Poisson nu. À partir de cet état de déformation et du fait que epsilon c'est égal à S doublement contracté avec le tenseur de contrainte sigma, on obtient par identification que le tenseur de souplesse S s'écrit comme moins nu sur E fois l'identité d'ordre 2 tenseur l'identité d'ordre 2 plus 1 plus nu divisé par E fois l'identité d'ordre 4. Il suffit pour s'en convaincre de prendre S écrit sous cette forme et de doublement contracter par sigma étant égal à sigma EX tensoriel EX pour obtenir epsilon tel qu'on l'a écrit juste au-dessus. Alors si je réécris le tenseur de souplesse avec les coefficients de Lamé tel qu'on l'avait écrit, c'est-à-dire 1 sur 3 lambda plus 2 mu fois le premier élément de base plus 1 sur 2 mu fois le second élément de base, on peut identifier ces coefficients avec le tenseur de souplesse qu'on vient d'écrire via un test de traction uniaxiale. Donc finalement, on obtient des expressions pour passer du module de Young et du coefficient de Poisson au coefficient de Lamé, ou bien au coefficient d'incompressibilité et module de cisaillement.
Alors je passe rapidement sur ces expressions, puisque c'est très facile à déterminer, donc je vous laisse ça en exercice. Il suffit d'identifier le tenseur de souplesse écrit à l'aide du module Young et du coefficient de Poisson, ou écrit à l'aide des coefficients de Lamé, ou bien écrit à l'aide du module d'incompressibilité et du coefficient de cisaillement. Alors maintenant qu'on a caractérisé le comportement thermoélastique en petite transformation pour les matériaux isotropes, on va faire la même chose en grande transformation, et c'est ce qu'on appelle un comportement hyperélastique. On va le faire pour les matériaux isotropes, et donc on va spécifier cette relation générale qu'on avait écrite entre les contraintes et la densité massique d'énergie libre. Alors de la même manière que tout à l'heure, je vais commencer par écrire le comportement hyperélastique pour les matériaux incompressibles, avec cette indétermination sur la partie isotrope du tenseur des contraintes. Alors on va commencer avec les comportements hyperélastiques incompressibles. C'est généralement l'hypothèse qu'on fait pour les élastomères. Alors ne vous trompez pas, les élastomères sont beaucoup plus compressibles par exemple qu'un acier, mais en revanche, leur raideur en compression est beaucoup plus grande que leur raideur en cisaillement. Et donc ça devient pertinent de faire l'hypothèse d'un matériau incompressible pour ne pas avoir à gérer ce contraste énorme entre la raideur en compression et la raideur en cisaillement d'un élastomère. Donc pour éviter des difficultés numériques dans la mise en œuvre d'un comportement de ce type-là, on va faire l'hypothèse de l'incompressibilité, mais qui ajoute, comme on l'a vu, une indétermination dans l'écriture entre la contrainte de Cauchy et l'énergie libre. Et donc je vous rappelle cette expression qu'on avait déterminée, la contrainte de Cauchy se lit comme la masse volumique multipliée par le gradient de la transformation, contractée avec la dérivée de l'énergie libre par rapport à la déformation de Green-Lagrange, contractée avec la transposée du gradient de la transformation, plus une partie indéterminée, c'est-à-dire un petit scalaire indéterminé, multiplié par l'identité, c'est-à-dire que la partie isotrope du tenseur des contraintes n'est pas déterminée directement par le comportement. Et on va devoir utiliser les conditions aux limites pour déterminer ce petit c dans le comportement. Alors le but de ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la détermination de la dérivée de l'énergie libre par rapport à la déformation de Green-Lagrange en utilisant l'hypothèse d'isotropie. Alors pour alléger la présentation, je vais un peu simplifier les notations. Je vais commencer par enlever l'exposant 0 qui signifiait l'état de référence dans notre énergie libre. Je vais également enlever l'indice x et puis je vais carrément aussi enlever la température pour avoir une notation très simplifiée qui est l'énergie libre en fonction de E. Ça ne veut pas dire que l'énergie libre ne dépend plus de la position ou ne dépend plus de la température. Ça veut simplement dire que je simplifie la notation pour alléger les calculs. Et comme on cherche à évaluer la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, on a gardé l'information essentielle dans la notation. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que évaluer cette dérivée de l'énergie libre par rapport à E, c'est aussi simple que de déterminer un coefficient de Poisson et un module Young comme on a fait tout à l'heure en élasticité linéaire isotrope. En grande transformation, même dans le cas isotrope, déterminer cette dérivée pour obtenir le comportement, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que de simplement définir un module Young et un coefficient de Poisson. Alors puisqu'on est en hyperélasticité incompressible isotrope, ça veut dire que l'énergie libre qu'on stocke quand on sollicite le matériau dans une direction ou dans une autre est la même. Donc ça veut dire que si je fais un simple changement de base sur la déformation de Green-Lagrange, je dois stocker la même énergie libre. C'est-à-dire que ma fonction ne doit pas dépendre de tout le tenseur de déformation de Green-Lagrange, mais uniquement de ce qui ne change pas quand je tourne mon tenseur de Green-Lagrange avec un changement de base. Alors des quantités qui ne varient pas quand on fait un changement de base sur un tenseur, on appelle ça les invariants du tenseur, et c'est de ces invariants que dépend l'énergie libre, puisque l'énergie libre doit caractériser un matériau isotrope. Alors que l'on considère les invariants du tenseur de déformation de Green-Lagrange ou les invariants du tenseur de dilatation de Cauchy, c'est exactement la même chose, puisque ces deux tenseurs sont identiques à une multiplication 2 près et à un tenseur identité. Alors en pratique, on écrit les invariants sur C, puisque c'est généralement plus direct et plus simple à écrire. Et on va voir le premier invariant auquel on peut penser, c'est évidemment la trace. Vous vous rappelez de votre cours de classe préparatoire, c'est un théorème qu'on démontre en algèbre, la trace est un invariant de similitude. C'est-à-dire qu'on peut écrire le tenseur dans n'importe quelle base, on aura toujours évidemment la même trace. C'est un théorème qui est particulièrement simple à démontrer, donc c'est quelque chose que je vous laisse faire si jamais vous avez oublié. Alors des invariants, il y en a d'autres. Évidemment, on ne va pas pouvoir écrire autant d'invariants que l'on souhaite. Si vous imaginez que vous diagonalisez votre tenseur dans 3 directions principales, vous obtenez un tenseur diagonal avec 3 composantes indépendantes sur la diagonale, et vous avez un tenseur de rotation R, un tenseur orthogonal, qui vous permet de changer de base et de vous mettre dans la base dans laquelle vous avez un tenseur diagonal. Et comme les invariants ne dépendent pas de ce changement de base, il y a donc au maximum 3 invariants indépendants pour un tenseur d'ordre 2 en dimension 3, puisqu'il y a 3 composantes principales sur la diagonale du tenseur diagonalisé. Donc on a déjà écrit la trace de C. On pense évidemment à un deuxième invariant que vous avez vu en classe préparatoire, c'est le déterminant. Alors dans ce cas-là, le déterminant vaut toujours 1 puisqu'on est en train de considérer des matériaux incompressibles. Donc on ne va évidemment pas le considérer, et donc il nous reste qu'un deuxième invariant indépendant.
Quand on y réfléchit, hein, l'hypothèse d'incompressibilité qui fait que le déterminant de C vaut toujours 1, ça impose une relation entre les composantes principales du tenseur, et donc finalement il n'y a plus que deux composantes indépendantes. C'est pour ça qu'on n'a plus que deux invariants indépendants pour les tenseurs incompressibles. Donc le deuxième invariant qu'on va considérer, ce n'est pas le déterminant, hein, puisque celui-là vaut toujours 1 comme j'ai dit, on va considérer la trace de C contractée avec lui-même. Ça, c'est bien un invariant qui est indépendant de la trace de C, et vous allez voir que je le modifie légèrement pour simplifier les écritures ensuite. Et donc, à la place de considérer simplement la trace de C contractée avec lui-même, je vais prendre quelque chose d'un peu plus compliqué. 1,5 fois le premier invariant au carré moins la trace de C contractée avec lui-même. Comme la trace de C contractée avec lui-même c'est un invariant et que I1 était un invariant, on a bien défini un invariant indépendant du premier. Donc finalement, avec l'hypothèse d'isotropie, je peux écrire l'énergie libre comme non plus une fonction du tenseur de déformation de Green-Lagrange, mais comme une fonction des invariants du tenseur de dilatation de Cauchy, I1 et I2. Donc on a fortement réduit le nombre de variables, hein. On est passé de 6 à 2. Alors la raison de considérer C plutôt que E pour calculer les invariants et de considérer un deuxième invariant un peu plus compliqué que simplement la trace de C contractée avec lui-même, c'est simplement dû au fait que C s'exprime très bien avec les élongations dans un essai de traction par exemple. Et donc pour faire l'identification expérimentale, ça va être commode d'écrire ces invariants en fonction des élongations dans une expérience. Alors si on reprend notre expression entre le tenseur de contrainte de Cauchy et la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, on obtient que la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, c'est la dérivée de l'énergie libre par rapport à I1 multipliée par la dérivée de I1 par rapport à E, plus la dérivée de l'énergie libre par rapport à I2 multipliée par la dérivée de I2 par rapport à E. Les termes que j'ai mis en vert, on ne les connaît pas puisqu'il va falloir spécifier l'énergie libre en fonction de I1 et I2 pour les déterminer. Donc pour ça, il va falloir qu'on introduise un modèle pour l'énergie libre en fonction de I1 et I2. Ça, on verra ça la prochaine fois. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'est ramené à des scalaires, tandis que les tenseurs d'ordre 2 qui sont en blanc, ça on peut les calculer une fois pour toutes, et c'est ce qu'on va faire, hein, c'est un simple calcul différentiel à faire. Donc je commence par le premier terme, c'est-à-dire la dérivée de I1 par rapport à E. Je vous rappelle que I1 c'est la trace du tenseur de dilatation de Cauchy, donc la trace on peut toujours l'exprimer comme l'identité doublement contractée avec le tenseur. C on peut l'écrire comme 2E plus l'identité, et donc on obtient 2 fois l'identité doublement contractée avec E plus 3, hein, puisque la trace de l'identité ça vaut 3. Donc si on écrit ça en composantes, on obtient que I1 c'est 2 delta IJ EJI plus 3. Avec delta IJ, hein, le tenseur identité, c'est-à-dire que delta IJ vaut 1 quand I est égal à J et 0 sinon. Maintenant, il suffit de prendre la dérivée de I1 par rapport à E, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les composantes KL de la forme dérivée de I1 par rapport à EKL. Donc je vous rappelle qu'on somme sur I et sur J, hein, et ça donne 2 delta IJ dérivée de EJI dérivée par rapport à EKL. Cette dérivée, elle vaut évidemment toujours 0, sauf quand J est égal à K et quand I est égal à L. Et donc il reste 2 delta KL, et ça n'est rien d'autre que 2 fois l'identité. Donc comme vous avez vu, hein, ce terme est particulièrement simple à calculer. Hein. La dérivée de I1 par rapport au tenseur E, c'est 2 fois l'identité. Alors on va faire un calcul similaire pour le deuxième invariant, la dérivée de I2 par rapport à E. On réécrit simplement la définition de I2, c'est 1,5 de I1 au carré moins la trace de C contractée avec lui-même. Alors on réécrit la trace de C contractée avec lui-même comme 4 fois la trace de E contractée avec lui-même plus 4 fois la trace de E contractée avec l'identité plus la trace de l'identité, simplement en se rappelant que C c'est 2 fois E plus l'identité. Alors en se rappelant que la trace d'un tenseur contracté avec un autre tenseur, c'est ce tenseur doublement contracté avec cet autre tenseur, on obtient que la trace de C contractée avec lui-même, c'est 4 fois E doublement contracté avec E, plus 4 fois l'identité doublement contractée avec E, plus 3, puisque la trace de l'identité, ça vaut toujours 3. Si on écrit ça en composantes, ça donne 4 fois EIJ au carré, plus 4 fois delta IJ EJI, plus 3. En sommant sur I et sur J, évidemment. Donc comme tout à l'heure, on va prendre la dérivée par rapport à EKL, en sommant sur I et sur J, hein, toujours. Donc ça donne 4 fois la dérivée de EIJ au carré par rapport à EKL, plus 4 fois delta IJ, la dérivée de EJI par rapport à EKL. La dérivée de 3, ça vaut 0, donc on ne l'écrit pas. Hein. Et ça vaut donc 8 fois EIJ multiplié par la dérivée de EIJ par rapport à EKL, plus 4 fois delta IJ, la dérivée de EIJ par rapport à EKL. Comme tout à l'heure, les dérivées de EIJ par rapport à EKL valent toujours 0, sauf quand I est égal à K et J est égal à L, dans ce cas ça vaut 1. Et donc il reste 8 EKL plus 8 delta KL, et ça n'est rien d'autre que 8 fois le tenseur E plus 4 fois l'identité. Et donc ça donne 4 fois le tenseur de dilatation de Cauchy, C. Donc finalement, on vient de montrer que la dérivée de la trace de C contractée avec lui-même par rapport à E, c'était 4 fois C. La dérivée de I1 par rapport à E, c'est 2 fois l'identité. Et comme la dérivée de I2 par rapport à E, ça n'est rien d'autre que I1 fois la dérivée de I1 par rapport à E, moins 1,5 de la dérivée de la trace de C contractée avec C par rapport à E.
Ça donne donc la dérivée de I2 par rapport à E comme étant égale à 2I1 fois l'identité moins 2 fois le tenseur de dilatation de Cauchy. Donc on a achevé nos deux calculs qui sont faits une fois pour toutes, et on va pouvoir les réinjecter dans l'écriture de la dérivée de l'énergie libre par rapport à E. Donc je réécris l'ensemble de ce dont on a besoin, la relation entre le tenseur de contrainte de Cauchy et la dérivée de l'énergie libre par rapport à E, la dérivée de l'énergie libre par rapport à E en fonction des dérivées de I1 par rapport à E et de I2 par rapport à E, les calculs qu'on vient de faire pour déterminer ces dérivées en blanc, et en réinjectant tout ça dans la relation du tenseur de contrainte de Cauchy, on obtient que ce dernier vaut 2 fois la masse volumique, le tout multiplié par la dérivée de l'énergie libre par rapport au premier invariant, plus le premier invariant multiplié par la dérivée de l'énergie libre par rapport au deuxième invariant, ça on le multiplie par f contracté avec transposé de f, moins un deuxième terme qui est la dérivée de l'énergie libre par rapport à I2, multiplié par f contracté avec la transposée de f, contracté avec f, contracté avec la transposée de f, et à ça il ne faut pas oublier d'ajouter la partie indéterminée sur la partie isotrope du tenseur de contrainte de Cauchy. Alors pour simplifier la notation, on introduit parfois ce qu'on appelle le tenseur de dilatation de Cauchy gauche, c'est-à-dire f contracté avec la transposée de f, tandis que le tenseur de dilatation de Cauchy, c'était la transposée de f contractée avec f. Donc on peut réécrire la formulation pour les contraintes de Cauchy en utilisant ce tenseur de dilatation de Cauchy gauche. Donc finalement, on voit que définir le comportement hyperélastique incompressible, ça revient à définir psi, c'est-à-dire la fonctionnelle d'énergie libre, en fonction des deux invariants I1 et I2, pour pouvoir calculer les dérivées de l'énergie libre en fonction de ces deux invariants. Écrire un modèle pour l'énergie libre et identifier ce modèle sur des essais, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, dans le cadre de l'identification des élastomères. Donc vous voyez que définir le comportement hyperélastique incompressible, c'est beaucoup plus compliqué que de définir un comportement élastique linéaire isotrope en petites perturbations, puisqu'on passe d'un module Young et d'un coefficient de Poisson à carrément définir toute une fonction qui dépend de deux variables. Je vais écrire maintenant le comportement hyperélastique pour les matériaux compressibles, qui cette fois font intervenir la variation de volume, c'est-à-dire le déterminant du gradient de la transformation. Alors pour les matériaux compressibles, cette fois-ci on a trois invariants indépendants, puisqu'il n'y a plus le problème de la variation de volume qui valait 1 tout à l'heure. Et donc on va introduire évidemment comme invariant le déterminant du gradient de la transformation. Alors il y a évidemment plusieurs choix pour définir deux autres invariants indépendants. Je vais vous présenter le choix le plus commode. Alors l'idée ça va être de se ramener au cas précédent d'une certaine manière en retirant la partie variation de volume dans le gradient de la transformation. C'est-à-dire qu'on définit un tenseur f bar qui est égal à j puissance moins 1 tiers fois le gradient de la transformation f. Quand on prend le déterminant de f bar, on obtient j puissance moins 1 tiers à la puissance 3, puisque je vous rappelle que le déterminant, c'est une application multilinéaire d'ordre n. N en l'occurrence, il vaut 3 puisqu'on est en dimension 3, et donc il y a ce j puissance moins 1 tiers à la puissance 3 qui sort. Donc ça donne j-1 multiplié par le déterminant de f qui vaut j, et donc on obtient que le déterminant de f bar vaut bien 1. Ensuite, on va définir les grandeurs habituelles, le tenseur de dilatation de Cauchy, etc., de la même manière, mais avec les f bar. C'est-à-dire qu'on va définir un c bar qui est égal à transposé de f bar contracté avec f bar, et on va écrire les deux invariants qu'on avait écrits précédemment, mais sur le tenseur c bar, le tenseur de dilatation de Cauchy modifié. Alors ça donne bien des invariants du tenseur de départ, du tenseur de dilatation de Cauchy initial, puisqu'on a simplement en substance retiré la variation de volume qui est elle-même un invariant. Donc finalement, on a trois invariants indépendants et on écrit que l'énergie libre ne dépend que de ces trois invariants, I1 bar, I2 bar et J, le déterminant de la transformation. Alors on reprend notre expression du tenseur de contrainte de Cauchy pour les matériaux compressibles, c'est-à-dire que maintenant la partie isotrope est bien déterminée, et on réinjecte simplement la dérivée de l'énergie libre par rapport à E comme étant égale à la dérivée de l'énergie libre par rapport à I1 bar multiplié par la dérivée de I1 bar par rapport à E, plus la dérivée de l'énergie libre par rapport à I2 bar multiplié par la dérivée de I2 bar par rapport à E, plus la dérivée de l'énergie libre par rapport à J multiplié par la dérivée de J par rapport à E. Donc là encore, les dérivées écrites en vert sont des scalaires qu'il va falloir déterminer en introduisant un modèle pour l'énergie libre en fonction de I1 bar, I2 bar et J, et on va identifier ce modèle à partir d'essais expérimentaux. En revanche, les dérivées en blanc sont des tenseurs d'ordre 2 qu'on va pouvoir calculer une fois pour toutes dans l'écriture du comportement. Alors calculer ces grandeurs directement comme on a fait tout à l'heure, c'est un tout petit peu plus compliqué, et donc je vais plutôt passer par une écriture en vitesse qui va nous permettre d'identifier ces grandeurs directement à partir d'un calcul plus simple. Donc c'est un calcul qui est un peu détourné, mais vous allez voir qu'on arrive à écrire ces dérivées en blanc, ces tenseurs d'ordre 2 à calculer. Alors avec tout le travail qu'on a fait en début de cours sur l'équation des bilans thermodynamiques, maintenant vous comprenez que quand on est dans un régime isotherme, c'est-à-dire que T point vaut 0, eh bien on obtient que sigma doublement contracté avec D, c'est égal à la masse volumique fois la dérivée temporelle de la densité massique d'énergie libre. Puisqu'on avait vu que le terme en Q contracté avec le gradient de la température, etc., était égal à la puissance dissipée en élasticité.
Du coup, on écrit la dérivée par rapport au temps de psi, qui dépend de I1 bar, I2 bar et J. Et comme ces trois invariants dépendent eux-mêmes du temps, on a des dérivées composées. Donc on retrouve nos dérivées en vert qu'il va falloir identifier en écrivant le comportement, à partir d'essais et d'un modèle pour psi. Et on retrouve les dérivées en rouge qui ne sont rien d'autre que les dérivées temporelles pleines de nos trois invariants qui vont nous permettre de calculer les dérivées partielles de ces invariants par rapport à eux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer ces dérivées temporelles en fonction du taux de déformation et on va identifier le tenseur de contrainte à partir de l'expression sigma doublement contractée avec d. Alors pour faire ça, on va avoir besoin d'écrire le tenseur de contrainte comme sa partie isotrope, P c'est égal à moins la trace de sigma divisé par 3, et une partie déviatorique qu'on va appeler petit s, et donc sigma ça va être égal à moins petit p multiplié par l'identité plus la partie déviatorique s. Alors la partie isotrope, elle va être évidemment associée à la variation de volume J, et la partie déviatorique, elle va être associée aux deux invariants qui ne dépendent pas de la variation de volume, c'est-à-dire I1 bar et I2 bar. Puisque je vous rappelle que la trace de D c'est égal à la divergence du champ de vitesse, qui est égale à J.J-1, et donc qui est associée à la variation de volume. Donc pour la partie déviatorique du champ de contrainte, dont la trace vaut 0, on s'attend à ce que ce soit relié à la partie qui ne dépend pas de la variation de volume dans les invariants, c'est-à-dire I1 bar et I2 bar. Alors comme la trace de D c'est égal à J-1 fois la dérivée de J par rapport au temps, on obtient que cette dérivée est égale à J fois la trace de D. Donc on vient très simplement d'écrire cette dérivée temporelle en fonction de D. On va faire maintenant la même chose pour la dérivée temporelle de I1 bar. Alors pour ça, il y a un peu de calcul. On commence par reprendre la définition de f bar. C'est égal à j puissance moins 1 tiers fois f. Et la trace de d, on vient de dire que c'était j-1 fois la dérivée de j par rapport au temps. On va donc pouvoir calculer la dérivée de f bar par rapport au temps comme moins 1 tiers fois la dérivée de j par rapport au temps fois j puissance moins 4 tiers. On vient de dériver j puissance moins 1 tiers multiplié par f plus le terme on va dériver f par rapport au temps multiplié par j puissance moins 1 tiers. En mettant le j puissance moins 1 tiers en facteur, on obtient que la dérivée de f bar par rapport au temps, c'est égal à j puissance moins 1 tiers, le tout multiplié par moins 1 tiers fois la trace de d fois f, plus la dérivée de f par rapport au temps. Alors je vous rappelle par ailleurs que le gradient du champ de vitesse c'est f.f-1, ça c'est une relation que vous connaissez bien maintenant, et que le gradient du champ de vitesse on peut l'écrire comme une partie symétrique plus une partie antisymétrique. La partie symétrique eh bien c'est d, et on va noter le tenseur oméga comme étant la partie antisymétrique du gradient du champ de vitesse. Donc on vient d'écrire que la dérivée de f par rapport au temps c'est égal à d plus oméga, le tout contracté avec f. C'est simplement contracté par f de chaque côté de l'équation que je venais d'écrire. Cette dérivée de f par rapport au temps, elle intervient directement dans la dérivée de f bar par rapport au temps qu'on a écrit juste avant. Donc je vais pouvoir réinjecter ce calcul à l'intérieur de la dérivée de f bar par rapport au temps pour obtenir que c'est égal à j puissance moins 1 tiers, le tout multiplié par moins 1 tiers de la trace de d fois f, ce terme n'a pas changé, plus d plus oméga contracté avec f. Et maintenant, en regroupant les termes, on va pouvoir faire apparaître la partie déviatorique du tenseur d. Donc la dérivée de f bar par rapport au temps c'est égal à moins 1 tiers de la trace de d plus d, donc ça c'est bien la partie déviatorique du taux de déformation, contracté avec f bar, plus le tenseur antisymétrique oméga contracté avec f bar. Alors je vous rappelle qu'on est en train d'essayer de calculer la dérivée de la trace de c bar par rapport au temps, puisqu'on est en train d'essayer de calculer la dérivée du premier invariant i1 bar par rapport au temps. Et donc on écrit c bar comme étant égal à la transposée d'f bar contractée avec f bar. Et donc la dérivée de c bar par rapport au temps, c'est égal à la dérivée de transposée de f bar contractée avec f bar, plus la transposée de f bar contractée avec la dérivée de f bar par rapport au temps. Et en réinjectant ce qu'on vient de trouver pour la dérivée de f bar par rapport au temps, c'est-à-dire le déviateur de d contracté avec f bar plus le tenseur antisymétrique contracté avec f bar, on peut évidemment aussi calculer sa transposée, on obtient que la dérivée de c bar par rapport au temps, c'est égal à 2 fois transposée de f contracté avec le déviateur de d contracté avec f bar. Évidemment, comme il y a une histoire de transposée de f bar, la partie antisymétrique dans la dérivation de f bar par rapport au temps a disparu. Donc I1 bar étant la trace de c bar, prendre la dérivée de I1 bar par rapport au temps, c'est calculer la trace de la dérivée de c bar par rapport au temps. Et donc c'est prendre la trace de 2 fois transposée de f bar contracté avec le déviateur de d contracté avec f bar. Je vous rappelle que la trace de AB c'est la trace de BA, et donc on peut réorganiser les termes, et on peut finalement écrire que la dérivée de I1 bar par rapport au temps, c'est 2 fois f bar transposé de f bar, doublement contracté avec le déviateur de D. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a de nouveau réussi à écrire la dérivée temporelle de l'invariant en fonction du taux de déformation D. Alors on va faire un calcul similaire pour la dérivée par rapport au temps de I2 bar. Alors je vous rappelle la définition de I2 bar, c'est 1,5 de I1 bar au carré moins la trace de C bar contractée avec C bar. Et donc la dérivée de I2 bar par rapport au temps, c'est I1 bar multiplié par la dérivée de I1 bar par rapport au temps, moins la trace de C bar contractée avec la dérivée de C bar par rapport au temps.
Donc on connaît déjà la dérivée de I1 bar par rapport au temps, puisque c'est ce qu'on vient de calculer. Il reste simplement à calculer la trace de C bar contractée avec la dérivée par rapport au temps de C bar. Alors on connaît aussi déjà la dérivée de C bar par rapport au temps, c'est 2 fois la transposée de F bar contractée avec le déviateur de D contracté avec F bar, et donc on obtient que la trace de C bar contractée avec dérivée de C bar par rapport au temps, ça n'est rien d'autre que 2 fois la trace de transposée de F bar contractée avec F bar, ça il s'agit simplement de C bar, contractée avec la dérivée de C bar par rapport au temps, c'est-à-dire transposée de F bar contractée avec le déviateur de D contracté avec F bar. Là encore, on utilise simplement que la trace de AB c'est la trace de Baire pour réorganiser les termes, et on obtient que c'est 2 fois F bar contracté avec transposé de F bar contracté avec F bar contracté avec transposé de F bar, le tout doublement contracté avec le déviateur de D. Donc en reprenant l'expression de la dérivée de I2 bar par rapport au temps, c'est-à-dire I1 bar multiplié par la dérivée de I1 bar par rapport au temps moins le terme qu'on vient de définir, c'est-à-dire 2 fois F bar transposé de F bar contracté avec F bar contracté avec transposé de F bar, le tout doublement contracté avec le déviateur de D, et qu'on réinjecte simplement ce qu'on a trouvé pour la dérivée temporelle de I1 bar, c'est-à-dire 2 fois F bar transposé de F bar, le tout doublement contracté avec le déviateur de D, on obtient finalement la dérivée de I2 bar par rapport au temps comme étant égale, en regroupant les termes, 2 fois I1 bar fois F bar transposé de F bar, moins F bar transposé de F bar, contracté avec F bar transposé de F bar, le tout doublement contracté avec le déviateur de D. Je récapitule tout ce qu'on a. On avait écrit sigma doublement contracté avec D, qui faisait intervenir les dérivées temporelles de nos 3 invariants. On a trouvé une expression qui dépend de D dans les 3 invariants. On a un terme qui dépend de la trace de D, et on a 2 termes qui dépendent du déviateur de D. Par ailleurs, si on décompose le tenseur de contrainte de Cauchy en une partie isotrope et une partie déviatorique, on obtient que sigma doublement contracté avec D, c'est moins petit p, la partie isotrope, fois la trace de D, plus S doublement contracté avec le déviateur de D. La raison est simple, c'est qu'on va décomposer D en une partie isotrope et une partie déviatorique. Et je vous rappelle que la partie isotrope et la partie déviatorique sont orthogonales au sens du produit scalaire de la double contraction. Donc finalement, il ne reste que la partie isotrope du tenseur des contraintes avec la partie isotrope du tenseur D, et la partie déviatorique du tenseur des contraintes avec la partie déviatorique du tenseur D. Et donc là, on voit qu'on va pouvoir identifier les termes en trace de D que j'ai écrits en blanc et les termes en déviateur de D que j'ai écrits en orange. Il suffit pour ça de réinjecter les dérivées temporelles de nos 3 invariants dans l'expression de sigma doublement contracté avec D, et on va pouvoir mettre tous les termes en déviateur de D ensemble, tous les termes en trace de D ensemble, et identifier avec la partie isotrope du tenseur des contraintes et la partie déviatorique du tenseur des contraintes. En faisant ce travail, on trouve que P, la partie isotrope du tenseur des contraintes, c'est moins ρj, c'est-à-dire la masse volumique dans la configuration de référence, multipliée par la dérivée de psi par rapport à j. Et on trouve que la partie déviatorique du tenseur des contraintes, c'est 2 fois la masse volumique, qu'on peut encore écrire comme la masse volumique dans la configuration de référence fois J-1, multipliée par le déviateur d'une expression qui fait intervenir les dérivées de l'énergie libre par rapport à I1 bar et par rapport à I2 bar, et qui font intervenir les tenseurs F bar contracté avec transposé de F bar, qu'on peut encore appeler le tenseur de Cauchy gauche bar. Alors vous vous demandez peut-être d'où vient cette partie déviatorique sur ce gros terme entre parenthèses là. C'est simplement qu'on a obtenu dans l'identification que petit s moins le terme qui est dans la parenthèse, doublement contracté avec la partie déviatorique de D, valait forcément 0, quelle que soit la partie déviatorique de D. Évidemment, on obtient que le terme S moins le terme qui est entre parenthèses n'est pas égal à 0, mais simplement orthogonal au tenseur déviatorique. Et les tenseurs orthogonaux au tenseur déviatorique, ce sont les tenseurs isotropes. Donc ça veut dire que S moins le terme qui est entre parenthèses est proportionnel à l'identité. Et donc quand on prend la partie déviatorique de tout ça, on obtient la partie déviatorique de S qui vaut S, moins la partie déviatorique du terme entre parenthèses, qui vaut la partie déviatorique de l'identité, qui vaut nécessairement 0. Je récapitule donc la relation qu'on a entre le tenseur de contrainte de Cauchy et la dérivée de l'énergie libre par rapport aux invariants du tenseur de dilatation de Cauchy. On a décomposé sigma en une partie isotrope plus une partie déviatorique, donc moins P fois l'identité, ça c'est la partie isotrope, plus S c'est la partie déviatorique. On a réussi à écrire la partie isotrope petit p comme étant égale à moins la masse volumique dans la configuration de référence fois la dérivée de psi par rapport à J. Et la partie déviatorique S, on l'a écrite comme 2 fois la masse volumique dans la configuration de référence, fois J-1, fois la partie déviatorique d'un tenseur d'ordre 2, qui fait intervenir les dérivées de psi par rapport à I1 bar et par rapport à I2 bar, et le tenseur de dilatation de Cauchy gauche bar.
Et donc finalement, on voit que définir le comportement, cette relation entre les contraintes et les dérivés par rapport aux invariants de l'énergie libre, eh bien il faut définir une fonctionnelle d'énergie libre qui dépend de ces invariants I1 bar, I2 bar et J, et ensuite identifier cette fonctionnelle expérimentalement avec des essais. Donc là encore, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que de définir un module Young et un coefficient de Poisson comme en élasticité, linéaire, isotrope en petites perturbations. Là, il va falloir définir toute une fonction qui dépend de 3 variables. Donc vous voyez que l'élasticité en grande transformation, qui est non linéaire, qu'on appelle l'hyperélasticité, c'est quand même beaucoup plus compliqué que l'élasticité linéaire en petites transformations que vous connaissiez déjà. Donc on verra la prochaine fois des modèles pratiques pour l'énergie libre, pour les élastomères, et on s'appuiera sur des essais qui ont réellement été faits pour identifier les paramètres de ces modèles via ces essais. J'en ai terminé avec cette séance sur le comportement hyperélastique. Vous comprenez bien maintenant que définir un comportement hyperélastique, ça revient à définir une densité massique d'énergie libre qui ne dépend que des invariants du tenseur de déformation de Green-Lagrange. On verra la prochaine fois comment définir cette densité massique d'énergie libre et comment la caractériser expérimentalement. Donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, travaillez bien.